Salut à tous, c'est Sully Perfect Ten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo pronostic de WWE WrestleMania Backlash. Alors, je sais très bien que vous connaissiez déjà le nom du pay-per-view, mais ça me fait rire de nommer ce pay-per-view ainsi. C'est pas banal et peut-être que la prochaine fois ce sera WrestleMania Money in the Bank, tant qu'à faire, allons-y, allons-y. Bref, alors je suis content de vous retrouver quand même, ça faisait pile un mois qu'on ne s'était pas vu, enfin pile un mois après WrestleMania quand même, donc ça faisait quand même une bonne grosse pause, ce qui était en même temps pas plus mal, puisqu'il fallait relancer la machine avec une nouvelle saison affichée, avec de nouvelles intrigues, de nouvelles storylines, enfin soi-disant. Puisque finalement, quand on regarde la carte et quand on regarde les feuds en place, on se rend compte que finalement, on continue d'étirer le fil après WrestleMania. Il y a certaines rivalités qui ne sont pas terminées et on continue quoi. Donc en fait, la carte en soi, quand on regarde les matchs, il n'y en a aucun qui est une pure euh, redite d'un match de WrestleMania, mais ça pourrait être, on va dire, des matchs qui auraient pu être à WrestleMania, mais on vous les met là, quoi. On vous les met là. Voilà, c'est des variantes, on va dire, de matchs qui auraient pu être à WrestleMania, mais quand même avec en toile de fond des rivalités qui sont toujours là. Voilà. Donc j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus neuf, quoi. J'aurais aimé des matchs un peu plus vraiment nouveaux, avec de nouvelles rivalités. Bon, c'est comme ça, et j'espère que Money in the Bank, qui est un pay-per-view très très particulier, on sait bien, va permettre vraiment de faire quelque chose, de vraiment de mettre complètement cette fois-ci derrière soi tout ce qui est lié à WrestleMania, et cette fois-ci de vraiment de partir sur vraiment du nouveau, des matchs de qualif pour le Money in the Bank, et voilà, si possible, et des nouvelles rivalités. Voilà, ça c'est un peu mon souhait pour l'après pay-per-view, l'après backlash quoi. En ce qui concerne la carte, actuellement on a 6 matchs qui ont été officialisés, 3 matchs d'Euro, 3 matchs de SmackDown, donc équité parfaite. Raw étant passé, bon, je ne pense pas qu'ils rajouteront de matchs d'Euro dans la semaine. En général, ils ne le font pas. Donc, je pense que il va y avoir un 7e match, puisqu'en général, c'est un peu le tarif sur des pay-per-view un peu de transition, ou un peu mineur ou secondaire. Donc, je pense qu'il va y avoir un 7e match venu de SmackDown, dont je vais vous parler juste après. Ce qui ferait donc 4 matchs pour SmackDown, 3 pour Raw. Et donc, je pense que pour avoir une équité parfaite, je ne serais pas surpris qu'ils ajoutent un match d'Euro, mais en kick-off. Voilà, donc un match d'Euro en kick-off, sauf si, comme ils aiment le faire, ils rétrogradent l'un des matchs en kick-off, par exemple, peut-être le tag team de SmackDown, ne sait-on jamais. Mais je pense pas, je pense que tous ces matchs-là peuvent facilement s'insérer dans une carte principale d'un show secondaire. Donc je ne pense pas qu'ils rétrograderont l'un des matchs déjà annoncés quoi. Donc le match d'Euro en kick-off, peu importe, enfin si c'est bien un match d'Euro, voilà peut-être un match de low-card entre Garza et Gulak, là actuellement il y a un petit programme entre eux, qui est pas passionnant mais bon, ça a le mérite d'exister, et peut-être entre Benjamin et Alexander, puisqu'on voit que ça y est, c'est splitté, c'est aux grandes dames de bon nombre de fans, dont je fais partie, mais voilà, ça a splitté entre les deux, donc les restes du hard business, ben voilà, c'est en poussière. Et ben voilà, il y a eu un premier match à Raw hier, victoire de Benjamin, qui a surpris Alexander justement, qui était un peu trop arrogant durant son match. Donc peut-être un petit rematch en kick-off, pourquoi pas. Voilà, avec un Garza Gulak, voire les tag teams féminines, puisque pour l'instant Jax Bessler ne sont pas programmés. Il y a déjà 2 matchs féminins sur la carte principale, donc peut-être éventuellement les mettre en kick-off. Ça dépendra peut-être aussi du résultat du match entre Jax Bessler et Tamina et Natalia, qui a été programmé pour le prochain SmackDown. Donc peut-être que selon la fin, si la fin n'est pas clean ou quelque chose du genre, on aura peut-être un rematch, ce qui ferait un peu lourd, mais bon, bref, mais on aura peut-être quand même un rematch en kick-off, puisque quand même ce match, on l'a eu déjà à WrestleMania et vous nous le refaire à SmackDown, donc bon, bref, c'est pas grave. On va voir ce que ça donnera pour le kick-off. On va passer, alors maintenant, avant de passer à la carte principale, donc à un match donc que j'ai ajouté, selon moi, qui devrait être ajouté en tant que 7e match en ce qui concerne SmackDown. Je pense que c'est bien parti pour. Ce serait un Fatal 4-Way comptant pour le WWE
Intercontinental Championship entre le champion Apollo Crews, Kevin Owens, Sami Zayn et Big E, puisque effectivement les quatre se tournent autour depuis le Post-Mania. On se souvient bien sûr d'il y a un mois de ce qui s'était passé avec le Big E Crews de Mania, l'intervention du Commander Aziz, hein, voilà, pour faire perdre Big E et donc Apollo Crews qui à ce moment-là remportait le titre intercontinental, donc une nouvelle alliance, hein, avec un alignement assez classique avec un big man, hein, on va dire un enforcer autour d'un catcher. Ça c'est du grand classique. Dans ce qui va dire dans les semaines qui ont suivi, ce qu'on a pu avoir, c'est justement, on nous a annoncé un Kevin Owens contre Apollo Crews pour le titre intercontinental dans un épisode de SmackDown. Sauf que Apollo Crews a conservé son titre, hein, sur un roll-up suite à une intervention, justement, une distraction de Owens par le commandant Aziz. Mais Owens, juste derrière, a fait un stunner sur Crews et il s'est fait attaquer par Aziz. Et à ce moment-là, on a vu Sami Zayn qui est monté sur le ring et qui a fait une petite danse, hein, face au cadavre de Kevin Owens, hein, pour se moquer de lui. Et pendant une interview d'Apollo Crews backstage, Big E a attaqué aussi Apollo Crews par derrière. Et les officiels sont arrivés pour les séparer, et le commandant Aziz est arrivé un peu tardivement pour s'assurer que Crews allait bien. Dans un autre SmackDown, Big E et Crews se sont affrontés également pour le titre intercontinental, donc pour la revanche de WrestleMania, et Big E avait porté son big ending sur Apollo Crews, suivi d'un tombé, mais commandant Aziz à nouveau lui tire la jambe et l'envoie contre un poteau du ring. Donc l'arbitre met bien sûr fin au match. Big E gagne mais par disqualification. Crews reste champion. Après le match, Kevin Owens est venu aider Big E et s'en est pris au commandant Aziz. Sami Zayn est arrivé et a mis un head over kick à Kevin Owens. Et Sami Zayn va prendre alors la ceinture, puis la donner à Apollo Crews. Il prend la main d'Aziz, hein, pour la lever en signe de victoire, mais bien sûr, commandant Aziz n'a pas aimé ça et il l'a mis à terre avec son Nigerian Nail, donc son Samoan Spike, hein, à la manière d'Umaga. Mais c'est comme ça que la prise s'intitule maintenant pour le commandant Aziz, donc le Nigerian Nail. Voilà. Dans le dernier SmackDown, donc, qui était un throwback, hein, donc un spécial, un épisode un peu old school de SmackDown, on nous a foutu un match fourre-tout, là, 5 contre 5, donc qui impliquait justement les 4 hommes en question, hein, 2 de chaque côté, mais sans avancée particulière, hein, dans la storyline, puisque Corbin a finalement battu Nakamura avec son End of Days, ce qui n'implique donc ni Owens, ni Big E, ni Zayn et ni Crews dans l'affaire. Donc là, on peut rien raconter par rapport à ça, mais il reste encore un dernier SmackDown, donc cette semaine. Je pense qu'ils vont vraiment construire quelque chose et qu'on va nous annoncer officiellement le Fatal 4-Way pour WrestleMania Backlash. Voilà, je pense que c'est le seul véritable match qui peut être ajouté du côté de SmackDown. Si c'est bien le cas, si c'est confirmé, le match peut être pas mal. Le match peut être pas mal parce qu'on a quand même 4 bons workers sur le ring. C'est un match qui, dans sa configuration, peut être très dynamique, avec vraiment un peu de plusieurs styles différents. On peut avoir de la voltige, on peut avoir aussi un peu de force, et on peut avoir évidemment un peu de fantasy, enfin un peu de comedy wrestling, pardon, oui, ça peut être overbooké également, attention évidemment, et évidemment le commandant Aziz, hein, qui sera aux abords du ring, pourra évidemment intervenir à tout moment, sachant qu'en plus Fatal 4-Way, ça veut dire forcément pas de disqualification, donc il pourrait intervenir quand ça lui chante, et donc je pense qu'on peut avoir un match très animé, très dynamique, qui peut être très sympathique. Le pronostic, si ce match est confirmé, je donnerai la conservation du titre par Apollo Crews, puisqu'il est champion depuis un mois seulement. Je pense qu'il faut continuer à développer son règne, et que ça me paraîtrait un peu tôt pour qu'il le perde, même si on est dans une configuration évidemment où il est très en danger, et là il pourrait très bien perdre son titre sans prendre le pin ou la soumission. Donc effectivement,
les chances sont fortes pour qu'il perde son titre, statistiquement. Mais je pense pas que ça arrivera. Sami Zayn, voilà, bon, je pense que lui, il est là pour prendre le pin, à mon avis. Je pense que c'est ce sera son rôle principal. Il a beaucoup subi encore de défaites. Là, il l'a perdu évidemment à WrestleMania. Et ben, je pense que son intégration dans le match sera parfaite pour qu'il puisse prendre le pin et puis protéger en même temps les autres. Notamment, je pense notamment à Kevin Owens et à Big E, puisque je pense qu'il peut y avoir des choses intéressantes en tout cas si les choses se confirment. C'est peut-être que euh, Kevin Owens, en ne prenant pas le pin, pourrait encore, on va dire, avoir gardé sa légitimité pour être le prochain challenger face à Apollo Crews. Ça peut être une solution. Je ne parlerai pas trop de Cesaro parce que je ne pense pas que Cesaro, vu qu'il est là en upcard, je pense pas qu'ils vont redescendre tout de suite pour le mettre face à Crews. Je trouverais ça bizarre. Donc plutôt Kevin Owens qui pourrait avoir une feud qui peut pas trop mal avec Apollo Crews. Et par rapport à Big E, qui effectivement lui, bah, il cherche justice. Hein. Il a perdu son titre voilà, de façon un peu un peu dommageable. Mais s'il ne prend pas le pin, il sera à nouveau protégé aussi dans l'affaire. Mais bah, je vais redire ce que j'ai dit déjà là, il y a un mois dans mes pronostics de WrestleMania. Et si Big E, justement, en étant protégé, en ne prenant pas le pin, bénéficiait un peu du même booking que Bobby Lashley lorsqu'il avait perdu son titre des États-Unis sans prendre le pin à l'Elimination Chamber, tout ça pour finir finalement main eventer. Est-ce que finalement Big E ne va pas être le prochain challenger au titre de Roman Reigns une fois que Cesaro aura peut-être perdu son match, ça on en parlera tout à l'heure. Ça peut être éventuellement l'occasion d'établir un nouveau challenger, puisque de toute façon il n'y a pas pléthore de possibilités pour donner un challenger à Reigns. Il n'y en a pas énormément de possibilités, donc en plus en babyface. Donc je pense que un Big E pourrait être aussi une idée intéressante. Si tant est que les officiels, notamment Vince, se décide à le faire monter. Je sais je pense qu'il aime beaucoup Big E, mais après voilà, est-ce qu'ils vont le faire? Ça c'est une autre question. Moi je serais pas surpris qu'il le fasse. Ça pourrait être une option envisageable. Et puis les New Day, les Usos, hein, ils ont eu quand même une rivalité qui a été longue. Ils ont eu beaucoup de matchs entre eux. Donc je pense qu'il pourrait y avoir des choses à raconter entre Big E et les Usos, justement, qui sont maintenant réunis. Ils sont au complet depuis la semaine dernière. Donc voilà, il peut y avoir des petites choses à raconter autour des Usos, autour des New Day, déjà dans les futurs segments qui pourraient survenir après WrestleMania Backlash. Voilà pour c'est vraiment du total fantasy booking de ma part. Donc je donne la conservation du titre par Apollo Crews et on va donc passer maintenant aux vrais matchs qui ont été annoncés. C'est parti mon kiki avec un match entre Le Miz et Damien Priest dans un Lumberjack match. Et oui, pourquoi un Lumberjack match? En fait, cette feud continue. Et oui, c'est ce que je vous disais en introduction. Voilà des feuds qui ne s'arrêtent pas à WrestleMania et qui continuent malgré des affrontements, des segments, en veux-tu en voilà depuis 3 mois maintenant à peu près. Ça a commencé. On se souvient quand même de Priest au Royal Rumble, de Bad Bunny, de l'élimination de Miz et de Morrison, le début de la feud entre les deux duos. C'était quand même quelque chose qui a duré quoi, depuis le fin janvier, début février quoi. Et on continue donc avec un match qui m'a énervé juste après Mania. Là, on a eu le Miz qui avait battu Damien Priest alors qu'il avait le pantalon baissé. Il a fini en calbute. Il avait les pieds dans les cordes, certes. Il y avait une aide de Maryse qui était là aussi. Donc ça a un peu protégé le Priest dans l'affaire, mais c'était surtout pas une défaite qu'il fallait prendre. Je pense que suite à cette belle victoire et ce bon match avec Bad Bunny à Mania, il fallait capitaliser là-dessus et que Priest justement gagne tranquillement et sans discussion possible et pas à perdre et surtout pas comme ça, enfin de façon honteuse là avec ce pantalon baissé, cette connerie de merde. Ça m'avait énervé et on a continué, on a fait des segments Miss TV
assez misérable. Hein. C'est vrai que les Miss TV là, ces derniers temps, c'est pas terrible. Et évidemment toujours Morrison qui sert toujours un peu de serpillière et puis de faire valoir, il faut le dire. Hein, Johnny Drip Drip. Mais teinté quand même une relation teintée de quand même de tension un petit peu de quelques petites fritures sur la ligne entre le Miz et Morrison, ce qu'on avait déjà un petit peu entrevu avant Mania, mais là on plante des graines de plus en plus et forcément c'est un élément de storytelling absolument majeur, on va dire, pour l'issue peut-être possible du match. Ce qu'on a vu ces deux derniers Raw, c'est la même chose. Priest a battu Morrison 2 fois. Donc, super. Morrison, donc, Priest a battu Morrison la semaine dernière. Le Miz avait tenté d'intervenir, mais c'était trop tard. Et deuxième fois, donc, hier à Raw, il l'a rebattu. Mais on peut constater que les deux fois où Priest a battu Morrison, on a eu 2 fois le même scénario avec un Miz qui a tenté de distraire l'arbitre, sauf que au moment où il distrayait l'arbitre, John Morrison était en train de faire un roll-up à Damien Priest, donc il était peut-être en position de gagner le match. Sauf que forcément, l'arbitre étant distrait, c'est trop tard, l'arbitre est en retard, et évidemment, Morrison ne peut pas s'imposer. Et évidemment, l'avoir 2 fois de suite, forcément, c'est encore un élément de storytelling. Ce match avait un enjeu, ce match d'hier soir, puisqu'on avait appris plus tôt dans un segment backstage une idée de Damien Priest, hein, puisque il avait vu Adam Pearce, et on a vu Morrison et le Miz venir. Et l'idée de génie, c'était de dire, Damien Priest, si je te bats John Morrison ce soir, je pourrais choisir ma stipulation pour affronter le Miz à WrestleMania Backlash. Si c'est toi qui gagne, John Morrison, tu pourras choisir la stipulation. Sauf que le Miz, lui, il était pas très content. Il dit, non, mais j'ai pas envie que quelqu'un d'autre choisisse mon destin, on va dire, à ma place. Et sauf que John Morrison, lui, il s'en fout, il a tout de suite dit, j'accepte. Donc il a coupé l'herbe sous le pied du Miz. Donc, encore une fois, un peu de tension entre les deux. Hein, on continue de planter une graine. Et évidemment, sans surprise, donc John Morrison, comme je vous le disais, a perdu ce match. Donc on attendait le choix, la stipulation de Damien Priest, qui d'ailleurs a voulu s'en prendre au Miz, mais il a voulu lui porter un gros coup de pied, mais il s'est barré. On en est resté là. Et après la pub, hein, j'attendais qu'il prenne son micro pour annoncer sa stipu. Bon, finalement, il y a eu la pub. Et on l'a finalement retrouvé backstage pour dire, oh là, j'ai pas envie que le Miz, cette fois-ci, à nouveau, cherche à fuir, hein, comme il fait souvent. Donc j'ai choisi un Lumberjack match avec des superstars de Raw et aussi des superstars de SmackDown tout autour du ring. Voilà, comme ça, il ne pourra pas fuir. Vous connaissez déjà mon amour pour les handicap matchs. Je pourrais dire la même chose concernant les Lumberjack matchs, parce que je trouve que ce sont jamais des matchs bons, jamais. Ce sont des matchs chiants à mourir, que je trouve vraiment chiants, c'est pas des bons matchs, c'est bordélique à souhait. J'aime pas. Je suis désolé, mais moi j'aime pas ça. C'est vraiment pas des stipulations qui m'excitent vraiment. Et à la limite, ah oui, il aurait pu choisir un Hell in a Cell, à la limite, s'il voulait pas que le Miz s'échappe. Hein. Voilà, tout simplement, hein, un peu comme Braun Strowman aurait pu choisir ça aussi face à Shane McMahon, plutôt qu'un Steel Cage match. Bref, on va pas revenir en arrière. Mais bon, un Lumberjack match, voilà, effectivement, ça va être difficile de s'échapper avec cette stipulation. Quoique, on se souvient du Biggie contre Sami Zayn, hein, lorsque Biggie avait pris le titre à Zayn, à Noël. C'était un Lumberjack match et Sami Zayn était quand même pas loin. Il était pas passé loin de pouvoir s'échapper. Il était reparti sur la rampe, hein, mais il avait été récupéré. Je crois que c'était par Apollo Crews. Donc attention quand même. Hein. Donc attention quand même à l'évasion, mais je ne pense pas qu'ils vont le faire. Le pronostic, pour moi, il est clair, net. Il n'y a aucun doute possible. Victoire de Damien Priest, qui a besoin évidemment de conclure une bonne fois pour toutes ces storylines et cette feud qui vraiment n'en finit pas. Parce que là, les matchs, les croisements, les Miz TV, les Priest, Morrison, Miz, les lancers de tomates, et puis de temps à autre, on voit Riker, on voit Elias. Enfin, on tourne un peu dans cette mélasse là, et
Là, franchement, il faut vraiment sortir de cela, quoi. Et il faut que Damien Priest, évidemment, en ressort grandi. Heureusement, il a quand même gagné clean ces deux derniers matchs là contre Morrison. Donc là, il regagne un peu de momentum. Mais là, il faut vraiment qu'il en finisse une bonne fois pour toutes avec le Miz et qu'il passe vraiment à autre chose. Pourquoi pas une petite idée comme ça, pourquoi pas le titre des États-Unis avec un Sheamus qui justement est heel, donc voilà, heel contre face parfait, et un Sheamus contre Damien Priest, moi je demande à voir, hein, je trouverais ça vraiment pas mal du tout. D'autant plus que le pauvre Humberto Carrillo, bon, c'est pas trop grave, mais bon, on a vu ce qui s'est passé à Raw, malheureusement il s'est un peu blessé là, mais plus de peur que de mal. Mais peut-être que d'ailleurs ce match aurait été prévu pour dimanche, mais je ne pense pas. Ça dépendait du finish qui était prévu à la base, mais bon. Peut-être que du coup, on aura un Priest contre Sheamus à l'avenir. Donc en tout cas, il faut continuer à l'élever et passer à autre chose. Mais le Lumberjack match, forcément, moi ça me donne une idée, c'est que le John Morrison sera très probablement parmi les bûcherons. Hein, sinon, ça n'aurait pas ça serait pas d'intérêt qu'il n'y ait pas John Morrison dans les bûcherons. Et évidemment, je pense que Morrison va commettre une petite boulette, hein. Il va forcément faire quelque chose qu'il ne fallait pas faire, et ça va provoquer la défaite du Miz. En tout cas, il va être distrait ou quelque chose comme ça. Et on en finit, bien entendu, avec quoi? Avec un Hit the Lights! Hit the Lights, on éteint les lumières et on ferme les rideaux pour la victoire de Priest. Voilà. Et continuer de planter des graines et aller jusqu'à, je pense, SummerSlam. Je pense que ça pourrait être une bonne idée de continuer à raconter une longue histoire pour vraiment qu'on soit un peu plus hypé pour le Morrison contre le Miz. Je pense que ça reste de la low card, mid card, certes, mais vu leur amitié, leur duo qui est quand même là maintenant reconstitué, reformé depuis quand même un bon moment, je pense que ça peut valoir un SummerSlam pour ces deux-là, s'ils devaient s'affronter, parce que je pense que ça va finir par splitter, hein, on le sent de plus en plus. Et donc, je pense que on peut aller jusqu'à SummerSlam comme ça. Il y aurait aussi quelque chose à raconter aussi autour du Money in the Bank. Le Miz étant évidemment celui qui était le dernier détenteur de la mallette, il pourrait vouloir à nouveau se qualifier, voir John Morrison, et peut-être que du coup, on pourrait aussi à nouveau raconter quelque chose avec peut-être l'un des deux qui serait qualifié pour le Money in the Bank, et puis peut-être Morrison qui va coûter la victoire au Miz, ou inversement le Miz qui va coûter la victoire à John Morrison. Hein. On fait tomber l'échelle, le coup classique. Hein. Mais voilà, encore une fois, on plante une graine. Et peut-être qu'à Extreme Rules, le coup d'après, on peut déjà faire un premier match, voilà, avec une stipulation, et puis aller encore jusqu'à SummerSlam pour un rematch. Voilà, là je vous ai fait tout le booking jusqu'au mois d'août pour Morrison et le Miz, mais je pense que ça s'écrit relativement facilement pour quelqu'un qui a suffisamment de jugeote et qui voit un peu les shows et qui voilà, je pense que c'est pas bien compliqué à faire, mais bon, maintenant le WWE, on les connaît, ils sont capables du meilleur comme du pire. Bref. Mais voilà, on va voir ce qui va se passer, mais en tout cas, victoire de Damien Priest, pour moi, ça ne fait aucun doute, mais le match ne sera probablement pas bon, il sera l'un des moins bons, je pense même le moins bon match de la soirée. Allez, on va passer au match suivant, match tag team, comptant pour les championnats de SmackDown, entre Rudy Ziggler, les Dirty Dogs, et les Mysterio, père et fils, hein, donc Rey et Dominique. Et oui, ça fait plaisir de revoir les tag teams de SmackDown en pay-per-view, puisque les pauvres avaient été privés de WrestleMania justement il y a un mois. C'est aussi ça peut-être le fait de faire un WrestleMania Backlash. Ça permet aussi de satisfaire ceux qui n'ont pas été satisfaits il y a un mois, quoi. Ceux qui n'avaient pas pu être là il y a un mois. Hein, je pense aussi à Charlotte, hein, un peu de la même façon. C'est aussi peut-être un peu en filigrane la façon dont ils ont voulu procéder. Donc l'affiche peut être pas mal du tout. Hein. En ce qui concerne le build-up, il n'y en a pas eu grand-chose, hein, puisqu'on a pu voir après Mania, voilà, il y a Rey Mysterio qui avait battu Otis, bon, en simple. Il avait un peu surpris avec un joli crucifix pin là. Rey et Dominique avaient battu ensuite Otis et Gable dans un SmackDown suivant. Bon, voilà, donc ils commençaient à prendre un peu de momentum. Puis voilà, évidemment, quelques promos ici ou là backstage, notamment même des promos exclusives, hein, qui n'étaient pas forcément à SmackDown, où on voyait, Rey et Dominique, beaucoup insister sur le côté père et fils. Ce seraient les premiers champions par équipe père et fils de la WWE, donc forcément, il y a tout un truc autour de ça.
hein, voilà. Et lors du dernier SmackDown, bah, on a appris justement juste avant le show sur Twitter que Rey et Dominic allaient affronter donc les Dirty Dogs à WrestleMania Backlash. Et on a eu donc justement un match qui était normalement booké entre Ziggler et Rey Mysterio, sauf que Ziggler a un peu trop provoqué le fiston, là, Dominic, hein, en lui disant en gros, bon là c'est un peu, là ici on est chez les grands, donc va jouer, hein, va jouer, c'est pas ton ring, t'appartiens pas à ce ring, donc casse-toi. Dominic l'a mal pris, et bah, finalement il a pris la place de son père par orgueil, et il a surpris Ziggler, qui était un petit peu trop, on va dire, facile durant son match. Il l'a surpris avec un roll-up. Donc voilà, bah, Dominic prend aussi du momentum, hein, voilà, donc pour le match, il y aura sûrement encore un petit segment ou un match vendredi prochain. Je pense même qu'il pourrait y avoir un Rey Mysterio contre Robert Roode, hein, histoire d'avoir un peu les 4 hommes, chacun en match simple. Ce serait le booking très classique avant un match de tag team en pay-per-view, hein, en général. Faire 2 matchs simples, ce serait le plus simple à faire. Voilà, je pense qu'on ferait, je le ferais comme ça, moi. Je ferais un Roode contre Rey Mysterio, et peut-être avec une victoire de Roode, histoire d'avoir un 50-50 booking. Le pronostic, bah, moi je vais être un petit peu plus audacieux. Je vais donner la victoire au Mysterio, donc un changement de titre, parce que je trouve que justement l'histoire est trop belle pour avoir, justement, on nous a beaucoup insisté là-dessus, sur l'histoire du premier père et fils, première équipe père et fils à gagner les titres ensemble par équipe. Je trouve que ça se raconte. Et évidemment, bon, bah, je pense que voilà, dans les instances, notamment Vince, je pense qu'il adore Rey Mysterio. Je pense qu'il a été impressionné par ce qu'a pu faire Dominic pour ses débuts l'année dernière. Et je pense que il a envie de voir ça. Et ça pourrait être une belle histoire. Et puis bon, bah, je pense que Roode et Ziggler, leur règne aura été vraiment très transparent, il faut le dire. Déjà, j'étais étonné qu'ils conservent leur titre dans le Go Home Show de WrestleMania, là, dans le show spécial de WrestleMania, là, le WrestleMania SmackDown. Voilà, encore WrestleMania quelque chose. Ils avaient conservé leur titre dans un Fatal 4-Way, donc je pensais pas qu'ils allaient conserver. Et justement, je pensais à ce moment-là que les Mysterio allaient gagner, et ben, ça ne fut pas le cas. Et donc, les Mysterio n'avaient pas pris le pin d'ailleurs, c'était les Street Profits, hein. Donc c'était du coup, ça protégeait au moins les Mysterio. Donc voilà, je pense que c'est le moment. Le règne vraiment de Dirty Dogs est vraiment transparent. Il apporte pas grand chose. Et je pense qu'ils ont servi de champion de transition pour les Mysterio. Et argument supplémentaire qui, je pense, ne surprendra personne, bah, il y a le grand retour des Usos. Les deux. C'est devenu un running gag, hein, depuis le temps que je vous en parlais de Jimmy Uso. Je n'osais plus vous en parler là à chaque fois. Bon, bah là, ils ont un peu. Bon, la surprise n'était pas terrible parce que je m'attendais peut-être à une intervention, enfin un retour de Jimmy Uso sur une intervention durant un pay-per-view, notamment dimanche. Bon, ils l'ont fait bah, tout ça de façon assez simple. Il est arrivé directement, quoi. Bon, c'était pas la grosse surprise. Bref. Mais bon, voilà, il y a toute une histoire autour des Usos dont je vous parlerai tout à l'heure lorsque je vous parlerai du Reigns de Cesaro. Mais évidemment, il y a la tentation de reformer les Usos plutôt en heel et évidemment de les faire affronter les Mysterios. Donc pour faire une belle feud, franchement, moi je serais prêt à voir ça. Très prêt à voir ça. Et c'est d'ailleurs, il y a déjà des petites rumeurs hein, qui circulent là-dessus de faire un gros run là, un gros push pour les Usos et pour faire justement affronter une équipe face pour les titres, donc qui serait plutôt donc les Mysterio, parce que là actuellement il n'y a rien d'autre. Les Street Profits ils ont eu quand même un long règne d'environ un an, donc je pense qu'il faut faire maintenant donner un peu la chance à d'autres personnes. Donc voilà, je pense qu'il va y avoir une feud entre les Usos et les Mysterios, c'est un peu ce qui pourrait arriver. Et s'ils ne veulent pas y aller tout de suite avec ça, ils peuvent aussi revenir sur la Gable, l'Alpha Academy, hein, Gable et Otis, qui peuvent être aussi des rivaux de transition pour les Mysterios, en attendant ensuite la dernière lame avec les Usos, le temps que les Usos justement continuent à développer leur histoire, leur storyline. Parce que pour l'instant, l'association, enfin la vraie reformation officielle de la tag team des Usos n'est pas encore, c'est pas encore officiel. Donc, le temps qu'on continue de développer ça,
on met l'Alpha Academy dans les pattes des Mysterio, même si voilà, ils l'ont déjà fait plus ou moins déjà à SmackDown, mais cette fois-ci avec les titres autour. Pourquoi pas? De toute façon, il n'y a pas non plus pléthore de choix au niveau des tag teams de SmackDown. Voilà pour mon pronostic, donc victoire des Mysterios dans un match qui devrait quand même être pas mal du tout. Je pense que les 4 peuvent nous produire du très bon catch. Et pour le symbole, ça pourrait être sympathique que Dominique fasse le pin victorieux. Et on aura sûrement une célébration très émouvante entre père et fils. Match suivant, match de championnat féminin de SmackDown entre Bianca Belair et Bayley. Et oui, Bayley, encore une, qui avait été privée de WrestleMania. Et ben voilà, et encore une fois, elle aussi, on corrige le tir un mois après. Donc dans ce WrestleMania Backlash, on l'avait seulement vu plusieurs fois dans des segments avec les anciens notamment. Donc elle faisait pas grand chose. Elle s'est même castagnée, si je puis dire, avec Nikki Bella. Hein, voilà, c'était pas la folie ce qu'ils ont fait faire à Bayley pendant WrestleMania. Mais elle est revenue donc après WrestleMania, puisque bah, on a vu une Sasha Banks qui a pas dit un mot après cette défaite là contre Belair. Elle est partie, on l'a pas revue depuis d'ailleurs, Sasha Banks, donc ça fait pratiquement un mois qu'on l'a pas revue. Et Bayley, bah, elle est arrivée, elle a dit que bon, bah, Banks ça veut probablement un rematch. Mais à ce moment-là, Bayley a commencé à critiquer Bianca en disant qu'elle n'était pas le genre de championne qu'on veut, quoi. Elle est pas encore prête. Voilà, vous avez vu à WrestleMania, elle était déjà en train de chialer. Elle supporte pas la pression. C'est pas le genre de championne qu'on veut. Moi, je suis un role model. Moi, je suis la plus longue championne de SmackDown. Donc, il faut un vrai modèle comme moi, quoi. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je challenge Belair pour le titre. Voilà. C'est parti, comme ça, tout simplement. Parce qu'elle veut remédier à ça, quoi, à cette championne là qui a pas confiance en elle, là, Belair, là, pour qu'elle se prend celle-là. Donc voilà, on est parti là-dessus. Une semaine après, en coulisses, on a retrouvé Bayley et Belair justement. Bayley qui disait qu'elle voulait féliciter Bianca pour avoir fait l'histoire. Hein, elle dit c'est un honneur d'être sa première challengeuse, puisque entre-temps, le match a été officialisé pour le pay-per-view. Donc à ce moment-là, Bayley a dit c'est un honneur pour elle d'être sa première challengeuse. Donc là-dessus, on se dit quand même, la heel, waouh, qui dit que c'est un honneur, on est étonné. Et puis elle dit ensuite à Belair qu'elle a montré à la WWE qu'elle était la IST, quoi. Donc Bayley s'en va. Bon là-dessus on est tous étonnés. Belair elle-même comprend pas, elle dit là elle s'attendait pas, quoi. Sauf que Bayley revient et elle lui rigole au nez parce que Belair elle était un petit peu naïve, elle a cru vraiment ce qu'elle avait dit et avec un rire vraiment insupportable. Autant il y avait celui de Banks qui était vraiment insupportable, alors celui de Bayley aussi. Voilà, il y a un bon match entre Bayley et Banks au niveau du pire rire, ça je peux vous le dire. Et on en revient donc au dernier SmackDown, là, le throwback, le spécial old school, où il y a Bayley qui est arrivé sur le ring, et qu'elle a dit que pour être sur le ring de la WWE, il faut être une superstar, quoi. Elle est là pour rendre hommage aux plus grandes championnes qui ont mis le sourire sur le visage de tout le monde. Et voilà, elle montre à l'écran plein de légendes, Alundra Blaze, Jacqueline, Lita, Trish Stratus, Ivory, Beth Phoenix, Molly Holly, et elle finit par Bianca Belair. Et elle dit Belair, elle a beaucoup de potentiel, mais sauf que le problème c'est qu'elle est naïve, et que si elle fait pas attention, elle finira comme toutes les autres femmes là qu'elle a mentionnées, c'est-à-dire personne ne sera au niveau de Bayley, quoi. Donc Belair y compris, et qu'à WrestleMania Backlash, ce sera sa première et dernière défense de titre. Bianca Belair fait alors son entrée sur le ring et dit que Bayley ne peut pas la laisser être championne de SmackDown là, elle peut pas la laisser tranquille, avec faire son règne tranquille. Belair vit sa meilleure vie, elle sera encore meilleure à WrestleMania Backlash. Et Bayley devrait plutôt s'inquiéter sur le fait que Belair est en train de devenir la nouvelle championne de SmackDown au plus long règne. Et oui, elle lui dit ça, quoi. Alors évidemment, Bayley, elle se remet à rire, comme 2 semaines avant, quoi. Et elle rigole, elle l'attaque. Au début, ça fonctionne pas trop. Belair la contre. Et puis finalement, il y a une prise de la boucle d'oreille là. Donc elle l'attaque par l'oreille. Et elle lui porte son faceplant, donc son écrasement facial. Et voilà, donc elle finit forte du segment, Bayley. Voilà, on en est.
Il y aura sûrement encore un dernier segment, un dernier truc lors du prochain SmackDown. Voilà, il n'y a pas grand chose, hein, vous voyez, c'est tout ce que je peux vous raconter au sujet des deux femmes. En tout cas, voilà, c'est plus Bayley qui parle d'une Belair qui n'a pas confiance en elle, et qui est trop naïve. Voilà, bon, bah, la confiance, on peut pas dire que Belair ait vraiment un problème de confiance en elle, hein. Ça, évidemment, ça, mais bon, c'est la heal, hein, on va dire, hein, donc voilà. Bref, le pronostic, je pense qu'il est pas très compliqué à faire, hein, conservation de Belair. Je vois pas autre chose, je vois pas pourquoi est-ce qu'il y aurait un changement de titre. Évidemment, Belair, je pense que c'est le gros projet, et qu'il n'y a pas... Elle vient de gagner le titre il y a un mois, c'était une belle histoire, il y a eu de l'émotion, c'était un très bon match. Bayley, elle a fait un an de règne, et il faut laisser la place à d'autres, et elle n'est qu'une étape, je pense, pour continuer à cimenter le règne de Belair. Voilà, il n'y a rien d'autre à y voir. Donc, et il y a l'absence évidemment de Sasha Banks là, qui pratiquement un mois qu'on ne l'a pas, fait pratiquement un mois qu'on ne l'a pas vu. Donc, je pense qu'elle va vouloir peut-être sa revanche. Là aussi, il y a quelque chose à écrire là-dessus, puisque de toute façon, le problème de SmackDown, c'est qu'il y a pas pléthore, il n'y a pas beaucoup de challengers crédibles derrière, donc parce que Carmella, voilà, laissons tomber quoi. Il y a Mia Yim qui arrive et qui aurait dû être là d'ailleurs, ça a été abandonné. C'est pour ça qu'on a vu un Carmella contre Robbie Riott qui était pas très, qui sortait un peu de nulle part, mais en fait c'est parce que on préparait, soi-disant en tout cas, une feud à venir entre Carmella et Mia Yim, donc pour ses débuts. Donc ça, on verra plus tard. Mais bon, c'est pas, donc Carmella c'est passé, et c'est pas Mia Yim qui pour l'instant n'est personne. Hein, pour l'instant c'est Reckoning, mais qui va sûrement redevenir Mia Yim, hein, parce que là c'est bon, hein, May City Bar ils ont été démasqués, donc voilà, Reckoning n'existe plus. Slapjack pareil, donc je pense ils vont retrouver un autre nom. Mia Yim, c'est possible, hein, qu'elle adopte pas un autre nom quoi. Bref, donc il n'y a pas grand chose hein, finalement, à moins d'un call-up de NXT, mais là les call-up on n'a pas l'impression qu'il faut y en avoir. Il avait une petite ouverture avec Yoshirai, mais qui là finalement on a bien compris qu'elle n'en avait pas terminé, et puis il y a Frankie Monet dans l'histoire. Bref, c'est pas terminé. Là elle se repose, elle pense ses plaies, ses blessures après la perte de son titre face à Raquel. Bref, ça c'est encore autre chose. Mais en tout cas voilà, SmackDown, il n'y a pas de call-up. Il n'y a rien, donc il n'y a personne de crédible, sauf s'il y a un retour surprise de Becky Lynch du côté de la branche bleue, ce qui serait peut-être pas mal, hein, ça serait peut-être pas un mauvais choix de le faire, ça serait peut-être même la meilleure des choses à faire, bref, ça on verra bien. Donc l'après m'interroge, l'après Bayley, quoi, enfin la feud suivante m'interroge. Maintenant, il y a aussi une autre façon de faire, c'est que la victoire possible de Belair ne soit pas clean. Ils peuvent protéger l'affaire, ils peuvent prolonger la feud, parce que finalement, en soi, la feud, elle a commencé quoi après Mania. Donc finalement, on en est qu'aux prémices, en quelque sorte. Donc ils peuvent tout à fait faire deux pay-per-view avec cette feud. Hein. Ils peuvent aller au moins jusqu'au Money in the Bank. Voire, allez, s'ils veulent faire un truc en trois actes, avec une belle, et aller jusqu'à Extreme Rules. Je pense qu'ils peuvent le faire. Hein. Ils peuvent le faire. Un DQ, peut-être un DQ, un truc bizarre à Backlash, le retour de bâton, on va dire un partout au Money in the Bank et Extreme Rules, on finit la feud. Voilà, le grudge match avec une grosse tipu et on en finit là, je sais pas, avec des kendo sticks, un chairs match, un tables match ou un truc dans le genre. Voilà, ça c'est une possibilité, voilà. Et à SummerSlam, on passe vraiment à peut-être Sasha Banks, justement, Sasha Banks pour la grande revanche, ou voir peut-être Becky Lynch, on verra bien. Mais voilà, on passerait à un stade supérieur. Voilà encore un peu, là, comme je vous avais fait pour Le Miz et Morrison. Là, je vous ai encore fait un petit booking potentiel pour les 2-3 mois à venir. Pour moi, ça se tient et c'est tout à fait envisageable. Mais voilà, donc je donne pour l'instant la victoire à Belair, qui va conserver son titre, ça c'est sûr. La conservation du titre, elle ne fait aucun doute. Maintenant, il peut juste y avoir un doute sur le finish. Est-ce que ça va être clean ou pas? Il peut y avoir peut-être un petit DQ. Attention. Attention à ce que Bayley ne pète pas un câble et se fasse disqualifier. C'est pas impossible. Ou qu'il y ait encore un pin bizarre, pied dans les cordes, erreur d'arbitrage ou je ne sais quoi. S'ils veulent prolonger la feud. Je pense qu'ils peuvent le faire. Et attention parce que le coup des boucles d'oreilles, attention à ce que ce soit pas aussi un élément peut-être de storytelling. Si ça se trouve, l'attaque là avec la boucle d'oreille, c'est un truc qui va être à nouveau utilisé. Attention, attention.
mais je pense pas qu'elle va porter de boucle d'oreille pendant le match. Mais attention, si elle va, est-ce qu'elle va pas tirer sur son oreille, faire quelque chose un peu crade, et voilà, pour qu'on fasse monter ça en pression et qu'il y ait un DQ derrière, voilà. Encore une idée possible, mais bon, je la vois pas, elle va pas catcher avec les boucles d'oreilles de toute façon, mais il peut y avoir un truc sale. Voilà, c'est peut-être ça le seul doute. Mais conservation de Belair, ça c'est sûr. Le match peut être pas mal. Elles se sont affrontées hein, déjà 2 fois d'ailleurs avant Mania. Hein. Il y avait déjà une petite feud, hein, allez, une feudinette avant Mania entre les deux. Je crois qu'elles étaient un partout d'ailleurs. Hein. Chacune avait gagné un match à SmackDown. Bon, le match était pas fou. Hein. C'était pas terrible, mais bon. J'espère que le troisième sera bien meilleur. Allez, on va passer maintenant au match suivant. Triple Threat match, comptant pour le titre féminin d'Euro, entre la championne Rhea Ripley, Asuka et Charlotte Flair. Et oui, Charlotte Flair, quand même, encore une des grandes absentes de WrestleMania, avec toutes ces histoires là de fausses grossesses, de Covid. Ah, tout ce qu'on a entendu sur Charlotte Flair, sur Andrade, et tout ce qu'il a pu déverser comme Bill Goldberg après avoir été released. Bref, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites hors des rings et on attendait le retour de Charlotte, forcément, elle allait revenir dans le game. On sait très bien elle aurait dû être à WrestleMania, mais ça n'a pas pu se faire. Donc, elle aurait même dû affronter Lacey Evans, si on en croit les dirt sheets. Elle aurait dû affronter Lacey Evans à Mania, elle aurait même dû prendre le titre. Elle aurait pu même affronter Asuka et prendre le titre aussi. Bref, il y avait d'autres plans, mais on a sorti le plan C, le plan, pas le plan Q, hein, le plan C, en la personne de Rhea Ripley qui est arrivée, hop, je veux prendre ton titre, hop, j'ai mon match à Mania, et hop, je le gagne. Voilà, donc Ripley, un peu la championne un peu chanceuse dans l'histoire, et voilà. Alors, en ce qui concerne le build-up, bon, il y a beaucoup de choses à dire, je peux vous la faire longue, hein. Mais j'ai beaucoup de choses à raconter, mais il y a eu un Asuka Ripley, il y a eu un rematch, allez, juste 24 heures après Mania, on fait un rematch à Raw, sauf qu'avant ce rematch, Charlotte, bizarrement, elle arrive sur le ring comme ça, ah Charlotte, elle est de retour, bon, j'aurais pas fait ça comme ça, le retour, hein, quitte à faire une surprise, c'est un peu dommage, elle arrive sur le ring, elle fait une promo, voilà, une grosse promo heal, hein, là, il n'y a pas de doute, hein, elle est vraiment heal. Elle est ici pour l'Euro Post-Mania. Normalement, elle serait ici avec un grand sourire, mais elle n'était pas à WrestleMania, donc elle n'était pas la bienvenue, quoi. La plus grande scène dont tout le monde rêve, elle n'était pas là, quoi. Donc certains d'entre nous, hein, d'entre nous doivent se dire, c'est juste un WrestleMania qu'elle rate, mais qu'elle a fait 5 WrestleMania. Mais non. Elle est la plus grande superstar, et tout ce qu'elle fait est sacré pour sa famille, c'est vrai, quoi. Elle n'était pas à WrestleMania pour des choses qu'elle ne peut pas contrôler, hein. On a bien compris de quoi il s'agissait. Ce n'était pas de sa faute si Asuka avait besoin d'une partenaire. Si son père est venu à Raw Legends comme un idiot, et que Lacey Evans est tombée enceinte avant qu'elle ne puisse l'affronter, c'est pas de sa faute, ça. Elle a même challengé Asuka avant Mania, hein, pour le titre, et elle n'a pas répondu, Asuka. Charlotte dit que Rhea Ripley a profité de cette chance, Asuka a accepté le défi de Ripley, et Ripley a remporté le titre, quoi, tout simplement. Et Ripley n'est pas la seule à penser à cette opportunité, hein. Il y a toutes les catcheuses là qui pensaient que c'était leur chance d'être à WrestleMania, hein, comme Charlotte n'était pas là, hein, forcément. Ripley, c'est la plus grande vicieuse de la WWE. Charlotte dit même que le karma is a bitch, et qu'elle est cette bitch. Sasha Banks, Bianca Belair, Natalia, Tamina, Nia Jax, Shayna Baszler, Mandy Rose, Dana, Lana et même Alexa Bliss qu'elle a cité, hein, ça on pourra reparler plus tard. Personne ne peut se comparer à elle. Voilà, elle cite toutes ces meufs là. Personne ne peut se comparer à elle. Charlotte dit même qu'elle ne vole pas des opportunités. Elle est l'opportunité. Si quelqu'un croit encore qu'elle vole des opportunités, non, elle en crée. Elle est la nouvelle Charlotte. Tout le monde va s'incliner devant votre 13 fois championne. Terminez la Charlotte humble. C'est le moment de lui montrer du respect. Elle a dédié des années de sa vie pour le business. Et qu'est-ce qu'on lui a donné en retour? Rien. Rien. Charlotte nous dit alors de profiter du match de championnat, hein, donc, dans lequel elle aurait dû être. Et finalement, après cette promo, donc une bonne promo d'ailleurs, on a le Asuka Ripley dans la foulée, qui se finira bien évidemment en no contest suite à une attaque
peu surprenant donc de Charlotte sur les deux lutteuses. Bah voilà, hein, forcément. J'aurais préféré que Charlotte arrive, fasse son grand retour par surprise en attaquant les deux, plutôt qu'en faisant sa promo avant le match. J'ai trouvé ça bizarre, l'ordre dans lequel ils ont procédé. Hein. Bon, ça c'est autre chose. Charlotte a affronté aussi Asuka, donc dans l'Euro qui a suivi. Hein. Et dans une nouvelle promo, Charlotte dit qu'elle est revenue en demandant du respect de la part des catcheuses hein, et du WWE Universe. Mais après tout ce qu'elle a donné, elle ne voulait pas blesser quelqu'un, elle faisait que s'exprimer, hein, bah oui. Elle est la plus grande star de la division, quoi. Si quelqu'un ne la croit pas, il faut se rappeler quand même que tout le monde parlait d'elle à WrestleMania 37, hein, alors qu'elle était même pas là. Elle dit même qu'on lui a enlevé un match à WrestleMania, et elles sont quand même fâchées contre elle, quoi. C'est quand même incroyable. Ripley a battu Asuka, mais elle peut battre les deux le même soir, hein, y a pas de problème. Hein. Elle va donner d'ailleurs à Asuka, donc ce soir-là, elle va lui donner cette chance, et elle va montrer aussi à Ripley pourquoi elle est l'image de la division, quoi. Alors oui, Asuka, elle est bonne, Asuka, mais elle a pas besoin de l'aimer, et ce soir, elle va lui montrer à quel point elle l'aime pas, quoi. Et donc là, il y a Asuka, la musique d'Asuka qui retentit, elle arrive sur le ring, Asuka allait s'exprimer, mais Rhea Ripley arrive aussi pour s'exprimer. Elle dit, Charlotte dit que Ripley devrait plutôt venir en ringside hein, prendre des notes pendant leur match. Mais Ripley dit ok, elle accepte, mais elle connaît bien Asuka et elle sait qu'Asuka va la battre. Charlotte dit alors que c'est elle qui a mis fin à la série de victoires d'Asuka, hein, il faut le rappeler, WrestleMania 34. Charlotte ne veut pas laisser Asuka parler, mais Asuka dit qu'elle va battre la bitch ce soir. Dans le match, à ce moment-là, Asuka va finalement battre Charlotte sur une intervention de Ripley, hein, puisque elle va casser un figure 8 de Charlotte. Du coup, Charlotte veut rattraper Ripley, hein, va l'attraper, et Asuka en profitera derrière avec un roll-up. Donc victoire un peu surprise. Après le combat, Charlotte est furieuse, elle commence à attaquer l'arbitre, elle pète un câble. Charlotte le roue de coups, hein, et d'autres arbitres arrivent pour l'arrêter. Charlotte revient sur le ring et porte un dernier coup de pied à l'arbitre et le show va se terminer ainsi et on apprendra plus tard à Raw Talk de la bouche d'Adam Pearce que Charlotte a été suspendue carrément, indéfiniment et doit payer une amende de 100 000 $. 100 000 $, carrément, au soleil. Et oui, carrément. Et alors, une suspension à la WWE, on sait ce que ça vaut, hein. Ça ne dure que quelques jours. Et ben pas plus qu'une semaine. Pas plus qu'une semaine quand on s'appelle Charlotte Flair, puisque une semaine après, à Raw, on voit Sonya Deville. Tiens, Sonya Deville qu'on n'avait jamais vue à Raw avant. Hein. On sait très bien qu'elle est GM, hein, on va dire co-GM de SmackDown. Mais là, on la voit là, dans une petite porte dérobée là qu'elle ouvre. Elle pousse la porte et qui apparaît Charlotte Flair, qui était donc supposément hein, suspendue indéfiniment. Ça aura pris une semaine, une petite semaine. Et là, on comprend pas. Et puis finalement, on voit Sonya Deville sur le ring et qui nous présente la reine Charlotte Flair. Donc Deville nous présente l'arbitre du match, hein, l'arbitre de la semaine l'arbitre du match que Charlotte avait agressé. Deville dit alors que Charlotte se retrouve suspendue après ses gestes, mais que la décision d'Adam Pearce était un petit peu, voilà, un peu sévère, quoi. Et il n'a pas écouté l'opinion de Charlotte. Et donc c'est le moment de l'entendre. Charlotte alors s'exprime, elle dit qu'elle a passé la semaine à réfléchir et elle aimerait sincèrement s'excuser, surtout pour l'arbitre, hein. Eddie Orengo, hein. C'est le moment d'avouer ses torts. Charlotte dit qu'elle est désolée pour avoir attaqué Eddie. Eddie l'arbitre donc dit qu'il accepte ses excuses. Sans son intervention, elle aurait probablement gagné le match, hein. Bah oui, évidemment, hein. Deville dit que Charlotte a payé son amende en entier. L'arbitre a accepté les excuses, alors la suspension de Charlotte est officiellement levée. Plus de suspension, c'est fini. Ce soir-là, d'ailleurs, Charlotte va faire son retour à l'action et Eddie, justement, sera l'arbitre du match. Hein, un match qui, d'ailleurs, opposera Charlotte à Mandy Rose et que Charlotte, entre parenthèses, gagnera assez rapidement. Charlotte dit qu'il y aura autre chose, quand même. Eddie a dit que c'était son erreur. Alors, Eddie doit maintenant s'excuser à son tour. Et Eddie s'exécute, quoi. Deville dit alors que la décision est finale. Charlotte est de retour et pourra combattre donc ce soir-là. En coulisses, Adam Pearce alors attend Charlotte et Deville, hein, juste après le segment. Pearce demande alors quand est-ce que Deville avait l'intention de lui dire tout ça. Et Deville dit qu'elle est désolée, mais elle dit qu'elle accepterait... mais Pearce dit que elle accepterait ses excuses seulement s'il pouvait y croire. Voilà, donc on continue de mettre un peu de tension entre Pearce et Deville. Deville qui, visiblement, est en train de, entre guillemets, tourner heel
en tant que GM en tout cas, à prendre fait et cause pour les heels, hein. On l'avait déjà vu avant Mania, elle disait que déjà ça aurait pas dû être Bryan, que ça aurait dû être Edge contre Reigns, et que c'était pas juste d'opposer les Dirty Dogs à 3 autres équipes dans le WrestleMania SmackDown. Donc on avait commencé déjà à voir que Devil était de plus en plus en désaccord avec Pierce. Donc là on continue, même si là, lors du dernier SmackDown là, avec Teddy Long, on l'a plus vu face, donc ça peut être intéressant de voir si on va pas voir une Sonya Devil face à SmackDown et plutôt heel à Raw. Voilà, ça c'est des choses qu'on pourrait voir par la suite. Dans le Raw qui a suivi, bon ben on apprend que Ripley et Asuka donc s'affronteront à WrestleMania Backlash. Donc la revanche de WrestleMania. Voilà, ça c'est le match qu'on nous aura annoncé à ce moment-là. Charlotte et Sonya Deville sont alors sur le ring, à nouveau. Sonya Deville dit qu'elle a permis à Charlotte Flair de faire une proposition, hein, sous l'accord de Pierce. Charlotte dit qu'elle n'a pas aimé l'annonce, justement, du Ripley et d'Asuka qui vont avoir à nouveau un match à WrestleMania Backlash. Et encore une fois, elle n'a pas sa place. Elle n'a pas sa place, alors que c'est elle nous le rappelle, qui a mis fin à la série d'invincibilité d'Asuka et qui a fait quand même connaître Ripley en gagnant, en la battant à WrestleMania 36, quoi. Elle comprend qu'elle a fait des erreurs, certes, mais Sonya Deville ne peut pas la regarder et lui dire quand même que Backlash ne sera pas plus important avec elle sur la carte. Franchement, Charlotte dit que si on ajoute Charlotte, hein, elle-même au match, bah, la division féminine devient tout à coup devient plus importante. Elle est l'image la plus populaire de la division. C'est l'influenceuse. Deville a pris une grande décision en lui redonnant sa place à Raw. Qu'on l'aime ou pas, la division a besoin d'elle. Le WWE Universe a besoin d'elle. Elle veut un match de son niveau. Alors, il faut absolument l'ajouter à WrestleMania Backlash. Deville doit prendre cette décision courageuse. Deville alors dit que les hommes ont un triple threat match. Hein, effectivement, on en reparlera pour le triple threat match du championnat d'Euro. Alors du coup, pour cette raison, elle va ajouter Charlotte Flair au match et en faire un triple threat match. Tout simplement. Bon, c'est un peu bizarre parce que, évidemment, c'est pas parce que tu as un triple threat match masculin d'un côté qu'il faut forcément faire un triple threat féminin de l'autre. Bon, bref, c'est un peu facile, c'est pas grave. Rhea Ripley arrive alors, elle dit que c'est de la merde. Il y a une raison pour laquelle Charlotte n'était pas dans ce match à WrestleMania. Et pour la même raison, personne ne veut la voir dans le rematch. Personne n'aime Charlotte. Elle est confiante qu'elle peut battre Asuka une contre une, comme elle l'a déjà fait pour devenir championne. Mais un triple threat match, c'est injuste. Donc là, ça faisait clairement partie du plan de retour de Charlotte, hein, avec Deville. Un replay n'est pas dupe. Asuka arrive alors sur le ring et dit que là aussi c'est de la merde. Asuka dit que c'était pas important. Elle peut battre les deux car elle est ready to be the Raw Women's Champion. Charlotte dit que personne ne se compare à elle. Hein, Asuka perd une fois et elle perd la tête. Qu'est-ce qui lui arrive à Asuka? Charlotte dit qu'elle va sortir de Backlash comme la championne. Ripley, alors à ce moment-là, se fâche envers Deville. Elle la repousse un peu contre le coin. Charlotte frappe alors Ripley pour sauver Sonya Deville. Et Asuka repousse Charlotte à l'extérieur. Et voilà, elle fait une petite célébration. Ça, c'était la semaine dernière. Et lors du Raw d'hier, alors on nous a booké un improbable Flair, Jax Baszler d'un côté, contre Brooke, Rose et Asuka de l'autre. Oh là là, on a l'impression de voir tous les jours les mêmes matchs. Et à nouveau, on mixe, on va dire, les solos, les challengers, tout ce qui tourne autour du titre solo. On mixe ça avec les titres tag. Je n'en peux plus de ça. Je n'en peux plus. Et ça continue, la même merde. Au final, Asuka finira par battre Shayna Baszler, à nouveau, hein, évidemment Baszler, il faut toujours qu'elle se prenne le pin, hein, sur un Shining Wizard, mais consécutif à un sortilège d'Alexa Bliss sur Baszler qui commence à avoir un peu les genoux là qui partent en vrille là. Donc là, le catch congolais s'est invité à Monday Night Raw. Hein, ça c'est Sturi, ça je suis sûr que c'est Sturi, la VVE a regardé ces vidéos et ils se sont dit que c'était une bonne idée d'intégrer un peu de vaudou à la VVE tout simplement. Et voilà, on y a eu droit. Donc Baszler chancelle, hein, pas comme Jacques. Charlotte portera un big boot quand même à Asuka, hein, pour bonne mesure après le match. Mais on a vu quand même un petit face-off là entre Bliss qui est en train de rigoler avec sur sa balançoire avec Lily là, et Charlotte Flair qui était quand même pas très rassurée, qui était pas très content quand même de cette fin de match, avec donc le rire de Lily là.
Voilà, bref, c'est n'importe quoi. Maintenant, bon, la fin de match semble peut-être... Alors on sait que Bliss et Lily ont, semble-t-il, une cible. Ils surveillent quelqu'un du coin de l'œil. On ne sait pas vraiment qui, c'est un peu le suspense autour de cela. On a l'impression que finalement ça va être l'une des 6 filles qui étaient sur le ring à ce moment-là. Je vais exclure Reginald parce que bon, faut pas pousser non plus. Mais moi, on se demande si c'est pas finalement Baszler, parce que c'est quand même elle qui a subi le sort. Parce que si c'était Charlotte, je vois pas pourquoi est-ce qu'elle aurait envoyé un sort à Baszler. En quoi ça pourrait faire de la peine à Charlotte, hein. En quoi ça pourrait la malmener que Baszler reçoive un sort, quoi. Bref. Donc il y a un petit suspense là, autour de ça, mais bon. C'est un peu, on sait plus trop quoi faire avec Bliss là. Elle se Wyattise de plus en plus. Et d'ailleurs, je pense qu'elle prend même sa place, hein, il faut le dire, puisque Wyatt ça ne fonctionne plus. Et voilà, maintenant on a refourgué tout l'univers de Wyatt, on l'a refourgué chez Bliss, qui probablement doit beaucoup plus convaincre Vince que Wyatt lui-même. Ça, c'est un peu ma petite théorie personnelle. Donc, il y a quand même du Bliss un peu en toile de fond, hein, faut le dire. Et pour finir, donc pour le gros contexte, hein, que je vous raconte là, Sonya Deville dit à Asuka et à Ripley, hein, dans un segment backstage, qu'on lui a proposé une bonne idée. C'est que les deux, vous allez avoir un match ce soir pour régler vos différends. Et le match a lieu donc ce soir, et Charlotte se pointe aux commentaires pendant le match, mais finalement, bizarrement, elle ne sera pas intervenue puisque Ripley va battre Asuka clean avec un Riptide. J'ai pas compris là. J'ai pas compris. Alors pourquoi Charlotte est venue aux commentaires si c'est pour ne rien faire? Aucune intervention, même pas post-match, rien, pas de DQ. Autant je suis pas fan des DQ, mais un DQ c'est parfois utile pour le bien d'une storyline, pour raconter une histoire, pour faire avancer les choses. Un DQ ça peut être pas mal pour protéger tout le monde. Et ben là pour le coup, j'aurais vraiment été favorable à un DQ. Dit que Charlotte qui intervient. Ça m'aurait paru plus judicieux. Même si on a déjà eu la même chose, hein, comme je le disais tout à l'heure, avec le no contest, hein, lorsque Charlotte avait attaqué Ripley et Asuka juste après Mania. Mais ça aurait eu du sens. Au moins on aurait protégé tout le monde avant le pay-per-view. Mais là, l'une des deux challengeuses, donc en l'occurrence Asuka qui se prend un pin clean par la championne, je suis désolé, mais c'est pas un bon booking ça. C'est pas un bon booking et je suis vraiment pas favorable à ce genre de choses. Bref, c'est pas grave. Voilà pour le contexte, hein, qui est quand même assez lourd. Je vous ai vraiment tout raconté. Si vous avez raté Raw, là, vous avez tous les éléments. Donc il y avait quand même pas mal de choses à dire. Le pronostic, il est pas facile. Il n'y a qu'une seule fille que je vais écarter tout de suite, c'est Asuka. Voilà, qui a un long règne d'1 an. Là, c'est fini, hein, il faut le dire. C'est triste à dire, mais Asuka, elle aura fait de belles choses, mais elle s'est éteinte. Elle s'est éteinte ces derniers mois. Il fallait déjà que Ripley prenne le titre, de toute façon. Si c'était pas Ripley, c'était Charlotte. Et puis, donc, c'était forcément, fallait que ça arrive. Donc, on va exclure Asuka tout de suite. Je pense que la pauvre Asuka risque même de se prendre à nouveau un pin après celui de lundi, là, d'hier. Elle risque de se le reprendre à nouveau dimanche. Je pense que c'est ça aussi, elle est là pour ça. Je pense que ça sera pour protéger Ripley et Charlotte à la fois. Ça, c'est mon avis personnel. Maintenant, le résultat, il est pas si évident. Et pour le coup, je pense que je vais être aussi un peu encore dans la réflexion durant toute la semaine. Pareil, hein, comme j'avais pu faire pour Mania, si j'ai changé d'avis, je vous le dirai la semaine prochaine, en toute honnêteté, hein, lors de ma review, puisque ils peuvent faire les deux. Ripley peut conserver son titre, parce que son règne est quand même court. Elle vient de l'avoir il y a un mois, son titre, et pour au moins continuer à développer son règne, hein, histoire de quand même, hein, ça paraîtrait non plus, ça paraîtrait pas être une infamie qu'elle conserve son titre. Et de continuer à développer la feud uniquement entre Rhea Ripley et Charlotte. Évidemment, ça se raconte tout seul, hein, évidemment, puisqu'il y a quand même un petit historique de l'année dernière autour de Mania, hein, évidemment, lorsque Flair avait pris le titre NXT à Ripley. Puis il y a eu quand même un petit build-up avant, hein, il y a eu des petits allers-retours entre Raw et NXT. Il y a des petites choses à dire, voilà. Il y a je dirais, de l'unfinished business entre les deux, et Ripley va forcément avoir envie de battre un jour Charlotte, hein, ce qu'elle n'a pas encore réussi à faire. Donc je pense que il y a des choses à raconter, et je pense que c'est même ça qui va arriver. Enfin, je pense que l'après Backlash va continuer avec Ripley et Flair en feud. Maintenant, reste à savoir qui aura la ceinture dans cette affaire, parce qu'ils peuvent vraiment faire les deux, hein. Ils peuvent faire les deux. Dans les deux cas, ça marche, quoi.
Donc je trouverais peut-être un peu dommage que Ripley perde déjà son titre, même si elle ne prend pas le pin, puisque je pense que c'est Asuka qui va le prendre. Donc là, au moins, ça protège Ripley. Ça serait un peu court. Maintenant, oui, on a vu que Sonya Deville, attention, parce qu'elle semble vraiment être marché pour Flair, lui donner beaucoup d'avantages. Il faut préciser d'ailleurs que le match d'Euro, visiblement Flair l'a dit aux commentaires, c'est vraiment Flair elle-même qui a poussé pour que Asuka et Ripley s'affrontent. Donc ça c'est aussi un élément à dire. Et donc du coup, Deville, elle accepte tout quand même, hein. Elle fait tout pour Flair. Donc attention au booking un petit peu à la mort moelleux et à une décision, on va dire, des officiels, notamment de Sonya Deville, qui sera peut-être un petit peu contestable, et peut-être même encore une bagarre, enfin une petite bagarre entre Pierce et Deville autour du finish du match, encore, pour teaser encore des choses, planter des graines entre les deux GM, avec un finish un peu contestable, et avec évidemment un Deville qui va marcher pour Flair, et qui va lui donner tous les avantages. La victoire peut-être de Flair, si elle a lieu, sera contestable. Ça c'est une possibilité. Maintenant, donc ça peut marcher avec donc une Flair qui est déjà championne. Ripley qui va vouloir récupérer le titre et dire, cette fois-ci là, je vais te battre. J'ai pas pu le faire l'année dernière, mais j'ai beaucoup mûri depuis. Hein, voilà. Là, je suis là pour te battre. Enfin réussir à le faire. Mais ils peuvent le faire dans les deux sens, avec Ripley championne. Flair qui va vouloir à nouveau battre Ripley comme elle l'a déjà fait un an avant. Ça se raconte dans les deux sens, avec une Deville évidemment qui sera aux manettes, avec beaucoup de manigances à venir. Oui, je suis obligé de reparler d'Alexa Bliss, avec ce petit face-off qu'on a pu voir à la fin du match tag team là qu'on a pu voir. On sait jamais. Moi, je trouverais ça bizarre. Je me demande si c'est pas plutôt Alexa Bliss qui vise donc plus Shayna Baszler, et peut-être qu'elle va avoir des vues sur les titres tag team. Et si sait-on jamais si Lily ne sera pas une catcheuse pour faire une tag team, voire peut-être une poupée, elle va peut-être rester en poupée et avoir pour la première fois des championnes tag team avec une poupée championne. Ils ont bien fait Nicolas, mais pourquoi pas une poupée championne? Ce serait très drôle. Ce serait très drôle, mais bon, enfin, c'est horrible, hein, c'est de la merde, mais ils sont capables de le faire. Et ça sera peut-être le coup d'après, hein, si Natalia et Tamina ne prennent pas les titres vendredi. Hein, sait-on jamais, hein, faudra voir si vendredi, faudra suivre, si Bliss ne vise pas Baszler ou Jax, quoi. Enfin, ou voir un Reginald. Enfin, si ça tourne pas autour des titres tag, on aura peut-être notre réponse vendredi, ce qui permettra peut-être un peu plus d'exclure Bliss et Charlotte ensemble, quoi. Ce qui facilitera un petit peu plus le pronostic d'ailleurs. Mais je vois pas. Mais comme je vous le disais, donc, dans sa liste de filles qu'elle avait citée dans sa promo de retour, Charlotte, elle avait quand même cité Alexa Bliss. Donc, est-ce que c'est pas, comme on dit, du foreshadowing, hein, on sait jamais. Est-ce que c'est pas déjà une graine plantée pour plus tard et que c'est pas justement maintenant que c'est en train de germer, à voir. Mais je vois pas. J'ai pas l'impression qu'elle vise Charlotte. En tout cas, le finish d'hier. Le sortilège lancé à Shayna Baszler, je ne vois pas en quoi ça voudrait dire que Bliss vise Charlotte. Je trouverais ça bizarrement fait. Par contre, si elle veut dire qu'elle vise les titres tag, pourquoi pas? Là, ok, je comprendrai. Et peut-être que ce sera Nia Jax la prochaine fois, voire Reginald, voilà. Ça, on comprendrait. Mais pour l'instant, je ne vois pas. Je vois pas Charlotte et Bliss pour l'instant vraiment mêlées toutes les deux, quoi, dans la même feud. D'autant plus que, comme je vous le disais, Ripley et Charlotte, je pense que c'est la suite logique des choses. Donc je vois pas Flair affairer entre Ripley d'un côté et Bliss de l'autre, quoi. Faut un peu de clarté. Ne mélangeons pas toutes les feuds, hein, s'il vous plaît. Je sais que la WWE aime faire ça, mais un peu de clarté. Donc je préfère qu'on mette Ripley et Flair ensemble et qu'on continue. Quitte à faire un peu comme Belair et Bayley, quitte à le faire en 2-3 actes, encore, avec Extreme Rules aussi. On finit avec une grosse tipu. Et voilà. Mais effectivement, on pourrait être aussi tenté de donner Flair déjà championne, puisque, comme je vous le disais, Flair a été programmé normalement à Mania pour battre les Evans, voire Asuka. Enfin, elle a été programmée pour être championne à WrestleMania, donc effectivement, j'ai aussi bien peur que Ripley ne serve de porte-ceinture et de bouche-trou dans l'histoire et perdre la ceinture.
Mais un peu comme Riddle. Lorsque Riddle avait pris le titre américain, voilà, c'était pas vraiment l'élu à la base. Et puis bon, bah, finalement, Sheamus a récupéré. C'est un peu la même logique, la même réflexion, quoi. Bref, on verra bien, mais le pronostic est pas simple. Maintenant, je vais partir sur les cotes actuelles. Les cotes donnent quand même assez nettement l'avantage à Ripley, il faut le dire. Charlotte est bien sûr deuxième, et puis Asuka elle est aux fraises, hein, il faut le dire. Mais une bonne avance pour Ripley. Donc je vais y aller aux cotes. C'est un peu facile, mais j'ai besoin de certitude et j'en ai pas encore véritablement à l'heure actuelle. Donc je vais pour l'instant fonctionner penché sur les cotes et je vais donc pour l'instant partir vers une victoire, une conservation de Ripley. Mais quand même avec Asuka qui prendrait le pin, donc pour que tout le monde soit protégé, notamment donc Charlotte et Ripley. Mais voilà, si c'est Charlotte, je vous le dirai, hein, si j'ai changé d'avis ce week-end, je vous le dirai. Mais pour l'instant, je vais partir sur Rhea Ripley. Le match devrait être bon parce que quand même on a trois très bonnes workers. J'espère que voilà, il y a Ripley quand même son règne est quand même un peu fade. Je trouve qu'elle manque un peu de badasserie comme elle pouvait l'être à NXT. Je la trouve un peu effacée. Là, on a l'impression qu'en fait le build-up fait que on a l'impression que c'est Charlotte la championne et que Asuka et Ripley sont un peu les challengers quoi, elles sont en train de tourner, de courir après le titre et elle passe un petit peu pour fade, un peu fade Ripley. Et c'est ça que j'aime pas. Les matchs en plus qu'elle a pu avoir face à Asuka étaient corrects sans plus quoi. J'ai plutôt bien aimé le match de Mania. D'ailleurs j'ai oublié de vous donner la note lors de ma review. Je lui avais donné un 3,75 à ce replay contre Asuka. Bien que la fin arrive un peu trop abruptement à mon goût. Mais le match était pas mal. Le match de lendemain était vraiment pas bon par contre. Il y a eu beaucoup de botch. Ça c'était difficile le match de Raw le lendemain. Et le match d'hier à Raw était on va dire entre les deux quoi. On va dire entre les deux, donc il était plutôt correct, mais j'ai pas du tout aimé le fait que Asuka prenne le pin. Voilà, donc j'aimerais bien que Ripley soit un peu plus badass, un peu plus menaçante, parce que quand même dans les clips qui annonçaient son arrivée, elle était annoncée comme The Nightmare, hein, le cauchemar. Donc là, j'ai pas l'impression de voir un cauchemar. C'est ça le problème. Et d'ailleurs, le terme de cauchemar, je ne l'entends plus dans les promos. Ça fait plus partie de sa gimmick quoi. Donc et on a une Ripley qui, j'ai l'impression, elle est un plus ou moins twinner actuellement, hein, parce qu'elle a quand même aidé Asuka à gagner l'autre fois contre Charlotte. Elle est partie peut-être pour affronter Flair, hein, avoir une feud avec elle. Alors je vais pas parler de face turn, hein, pas du tout, mais peut-être plutôt une Ripley twinner ou twinneuse dans les jours à venir. Hein. C'est peut-être ça aussi son futur alignement. Mais j'aimerais bien qu'elle prenne un petit peu plus d'épaisseur. Et qu'elle aussi au niveau des promos, c'est pas encore tout à fait ça quoi. Bref, il y a encore beaucoup de boulot pour s'intégrer au main roster. Voilà, on va passer maintenant au match suivant. Match comptant pour le championnat de la WWE entre Bobby Lashley, le champion, Drew McIntyre et Braun Strowman. Et oui, bah, encore une fois, Drew, Lashley sont encore impliqués. Sont encore là, notamment Drew, il est encore là pour le titre, et Braun Strowman a été intégré. Bon, pourquoi on en est arrivé là, c'est qu'il y a eu un triple threat match à la base pour désigner le number one contender entre Drew, Braun et Orton. Drew s'est imposé. Il avait fait le pin sur Orton. Donc Braun Strowman, parfois il est pas trop con, ça lui arrive. Il avait été voir Adam Pearce, il lui a dit moi j'ai pas pris le pin, je veux être le challenger, donc je veux ma chance, donc moi je veux voilà, moi je veux être dans le match quoi, je veux être dans un triple threat match quoi. Et Pearce lui dit ok, tu vas affronter Drew McIntyre et si tu arrives tu seras intégré dans un triple threat match à WrestleMania Backlash. Voilà, parce que à ce moment-là bon, c'était Drew contre Lashley, hein. C'était la revanche de Mania qui s'annonçait. Ce qu'on a vu par contre, c'est que après cette victoire donc de Drew dans ce triple threat match après Raw, hein, lorsqu'il s'était qualifié comme challenger numéro 1, on a vu Mace et T-Bar intervenir par surprise. Là, personne ne s'attendait à ça. Du coup, on se demandait, est-ce qu'ils sont reliés au Hard Business? C'est un peu bizarre. On a pété le Hard Business pour mettre Mace et T-Bar à la place. C'est quoi ce bordel? Sauf que rien n'était visiblement vraiment assumé. On a attendu, on a vu la semaine d'après. Non, apparemment ils ont fait une promo pour dire qu'ils marchaient seuls, qu'ils n'avaient pas de, ils étaient loyaux envers personne. Voilà, ils marchaient pour personne, ils ne prêtaient allégeance à personne. Voilà. Bon, fallait les croire a priori. Hein. Et puis là ils ont fait un festival de match handicap là.
avec Mace et T-Bar, avec Braun, Mace et T-Bar avec Drew aussi qui était impliqué, Braun qui faisait qui est venu sauver Drew qui est venu sauver Braun, je sais plus quoi. Enfin, après ils ont fait des 2 contre 2, ils ont fait des DQ à l'amour moelle-neu. Il y a même eu à un moment donné, il y a eu 2 DQ consécutifs. Et enfin, Mace et T-Bar ont été démasqués par Braun et par Drew. Hop, hop. Oh, c'était c'était Dijakovic, c'était Joe Madden, c'était eux depuis le début qui se cachaient derrière Mace et T-Bar, incroyable. Voilà, bon, on a appris ça. Et puis bon, bah les deux ont été démasqués, ils ont commencé à faire des promos, ça y est. En plus, je vous l'avais dit il y a un mois. Je vous l'avais dit quoi il y a un mois? Je vous disais, bah tiens, ça pourrait être pas mal. Même, je l'ai dit même pour l'Elimination Champ. Non, pour Fastlane. Je vous l'ai dit pour Fastlane, donc ça remonte un petit peu. Lorsque c'était terminé pour Retribution, je vous avais dit, bah tiens, Mace et T-Bar, ça pourrait être sympa de faire une tag team. Et ben, ils m'avaient écouté, bon bah, et ça pouvait être une équipe sympathique. Et ben, ils l'ont fait. Maintenant, ce qui m'inquiète juste, c'est que ils ont intégré Mace et T-Bar un peu dans l'affaire, donc. Et Braun Strowman a créé un peu la surprise en battant Drew McIntyre. Alors, sur une intervention aussi assez incompréhensible de Mace et T-Bar, justement, qui sont venus distraire Drew McIntyre. Donc, Running Power Slam et victoire de Braun, qui donc officiellement s'ajoutait donc à Backlash pour un triple threat match. Du coup, on se dit, bon bah alors, Mace et T-Bar, pourquoi vous êtes là? Je pensais que vous en aviez terminé, là, vous étiez un peu... Voilà, vous aviez fait votre taf. Mais non, on les revoit dans l'action, et puis ils ont disparu. Plus de traces, ça fait 2 semaines d'affilée là, 2 rows d'affilée qu'on voit plus Mace et T-Bar. Donc ils sont plus dans l'affaire. Bon bah je sais pas trop, ils auront servi un peu à protéger tout le monde, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'ils ont juste servi ouais, un peu d'excuses pour protéger Braun ou Drew dans l'affaire à chaque fois quoi. Juste des pantins, mais rien de spécial pour eux quoi. Alors que ça peut être une bonne équipe, hein. Voilà, 2 big men, ça peut être intéressant comme équipe. Hein. Mais ils ont disparu donc, et là on a fait 2 matchs, alors là on tire le fil, on sait plus quoi faire pour builder ce triple threat. Lashley a affronté Braun Strowman la semaine dernière, Drew McIntyre était bien sûr aux commentaires, et là-dessus il y a une charge de Braun Strowman, Lashley qui esquive, Braun Strowman qui fonce dans Drew McIntyre qui était assis, il a pas aimé Drew, il s'est pointé sur l'éperon du ring, ça a distrait Braun, et derrière Spear, victoire de Lashley. Hein, voilà. Bah, du coup là-dessus, Drew, il a fait un Claymore à tout le monde, aux 2 mecs, et Drew a fini fort l'Euro de la semaine dernière. Et on a eu un peu la même chose copier-coller hier à Raw, où cette fois-ci on nous a annoncé un Drew McIntyre contre Bobby Lashley en main event de Raw. Donc la revanche de WrestleMania. Évidemment, on se doutait qu'il allait avoir encore une merde avec Braun Strowman. Et d'ailleurs, il y a eu un petit fil rouge puisque Braun Strowman a été approché par MVP, hein, évidemment, avec un peu de mind game, un peu de manipulation, en lui disant oui, Bobby Lashley a toujours considéré que c'était toi la plus grande menace, quoi. Et tu sais que si si tu mettais Drew McIntyre hors d'état de nuire ce soir, et qu'il n'était pas capable d'être à Backlash, du coup, ce serait Bobby Lashley contre Braun Strowman. En 1 contre 1. Hein? Ce serait pas une mauvaise idée, ça, non? Donc évidemment, un petit mind game, là. Un peu de manipulation. Braun Strowman, à nouveau. Qui est quand même, à nouveau, buildé, plutôt intelligent. Hein. Shane McMahon prend besoin de la graine. Il a dit, arrête ton bullshit. Arrête ton bullshit. Je ne t'aime pas, MVP. Je ne t'aime pas. J'en ai marre. Tu vas me la faire à l'envers. Et du coup, on en est resté là. Mais il y a eu un petit peu de mind game, un peu de manipulation. Du coup, il y avait un peu de suspense pour savoir si Braun Strowman allait intervenir ou pas, et écouter finalement les petites consignes de MVP. Et évidemment, il a fini par intervenir sur Drew McIntyre, qui venait de porter un Claymore à Bobby Lashley, donc ce qu'il n'avait pas pu faire en plus à WrestleMania, c'est ça qui est drôle. Mais voilà, disqualification, sans surprise. Et derrière, Braun Strowman, alors là, il a distribué les Power Slam, puisqu'il en a porté ni plus ni moins que 2 à Bobby Lashley, dont 1 contre une barricade, et 3 à McIntyre. Donc il y en a eu pas mal. Et donc, à l'instar de la semaine dernière, où Drew avait fini fort Raw, là, cette fois-ci, c'est Braun Strowman qui paraît fort. Voilà, on va dire on build fort les 2 challengers. Là, pour le coup, c'est quand même plutôt pas mal fait, on va dire, hein, contrairement à ce qu'on a pu voir entre Ripley et Asuka notamment, où Asuka ne paraît pas du tout forte. Là, on a 2 challengers, on va dire, qui se tirent la bourre.
hein, qu'on a vu pendant les 3-4 dernières semaines. Un coup un peu ensemble, un coup pas ensemble. Voilà, bon bah c'est un peu la course entre les deux, quoi. Hein, savoir qui a la plus grosse entre les deux, quoi. Et les deux visent la même chose. Voilà, donc pour ce triple threat match, Lashley, j'ai trouvé un peu con dans l'affaire, puisqu'il a quand même voulu faire un câlin à Braun Strowman, comme s'il pensait véritablement que Braun Strowman avait finalement accepté d'aider Lashley en cassant en deux Drew McIntyre. Évidemment, hein, il est passé un peu pour un abruti, Lashley. Voilà. Et puis ça le fait encore passer pour non seulement pour un con, mais encore un peu pour un lâche, parce que on l'a vu quand il avait demandé, là, il avait lancé une rançon là pour dire, il a été voir tous le quart d'heure en demandant, bah, si le premier qui s'en prend à McIntyre, il a le droit à un match de championnat contre moi. Euh, Arrêtez de le faire passer Lashley pour un coward, quoi. Le mec avec la stature qu'il a, avec son heartlock là, qui est dévastateur, me dites pas que qu'il est pas qu'il est pas en capacité d'affronter quelqu'un en un contre un et de façon sportive, quoi, dans les règles de l'art. C'est ce qu'il avait dit en plus à l'époque où l'Art Business là était intervenu extérieur et il avait dit justement contre Sheamus là. Et justement, il leur avait dit mais arrêtez, vous me faites passer pour un faible. J'ai pas besoin de vous. Puis c'est là qu'il avait demandé au locker room d'attaquer McIntyre. C'est pour ça que ça n'a pas de sens du tout. Ça n'a aucun sens. Bref, c'est pas grave. Bref, j'ai pas trop aimé la façon dont Lashley a paru hier. Voilà, bon, le match, on a trois grosses brutasses là. On a les trois gros big men de Raw, hein. Il manque plus que Keith Lee, mais là on a vraiment le total package. Ça peut être pas mal comme match. Je pense que on peut avoir un match assez bourrin, assez stiff, assez physique. Le match il peut être sympathique. Est-ce que ce sera le main event? J'en suis pas si sûr. Je verrai peut-être plus le titre universel, mais en tout cas ça va être un bon match, je pense. Et là, je pense à l'image d'Asuka, je pense que Braun Strowman est là pour prendre le pin ou la soumission en tout cas. Je vois pas autre chose. Braun Strowman, à nouveau, c'est quelqu'un qu'on utilise dans l'histoire. Hein, c'est un peu l'outil, le tool dans l'affaire, le pantin. Un peu comme quand il avait aussi été utilisé lorsqu'il y avait le Fiend et Roman Reigns c'était à Payback. Il était là pour prendre le pin. On le savait. C'est tout quoi. On n'est pas dupes. Ils ont juste buildé fort Braun avec Drew, histoire de nous faire douter, mais moi je suis pas dupe. Donc pour moi donc ça veut dire pronostic, hein, c'est une conservation de la part de Bobby Lashley. Je pense que son run va continuer, voilà. Je pense pas qu'il y ait de raison qu'il perde son titre. Drew McIntyre, il pourrait le récupérer d'ici peu de temps, mais je pense que il est bien encore en tant que chasseur. C'est trop tôt, je pense, pour lui redonner encore le titre. Prendre un troisième titre déjà en un an. Je pense qu'il peut encore continuer à chasser. Ça peut être pas mal. Et Bobby Lashley, bah, mine de rien, il fait plutôt un bon boulot en tant que champion. C'est crédible. C'est juste que, comme je vous l'ai dit, j'ai pas trop aimé la façon dont il a paru là ces derniers temps. Mais laissez-le en tant que champion dominant, mais vraiment qui n'a peur de rien, qui est prêt à relever n'importe quel défi. Mais évitons, on va dire les côtés un peu manipulation de MVP pour que Lashley évite d'avoir un triple threat, voilà, ce genre de choses, quoi. J'aime pas trop ça. Faut que Lashley ait un petit peu plus de jugeote et un côté un peu plus menaçant, quoi. Voilà, dans son booking en tout cas, dans la façon dont il paraît. Puisque sur le ring, ça se ressent sur le ring. Donc les attitudes, tous les à côté doivent aussi correspondre à ce qu'il nous produit sur le ring. C'est pour ça que je demande juste un peu vraiment de cohérence entre ce qu'on voit sur le ring et en dehors du ring et tout ce qu'il y a autour, quoi. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Donc pronostic conservation du titre par Bobby Lashley. Mace et T-Bar, franchement, je pense qu'ils ont servi vraiment de pantin. On les voit plus depuis 3 semaines. Je pense pas qu'on va les revoir dans l'affaire. Je ne pense pas. Est-ce qu'on va à nouveau revoir le grand retour de Brock Lesnar? Je n'y crois pas non plus. Voilà. Keith Lee, toujours le gros mystère autour de Keith Lee, là, qui devient vraiment long, hein, son absence. Ça devient vraiment problématique. À nouveau, on n'en sait rien. Est-ce qu'il va y avoir une surprise, un retour surprise, une intervention surprise? Jinder Mahal, c'est un peu surprenant de vous parler de lui, mais comme je l'ai vu à Rotok, là, il est de retour. Hein. Il est arrivé en disant qu'il avait des vues sur le champion, quel qu'il soit,
à Backlash. Il a un peu prévenu tout le monde. On sait les amitiés qu'il peut avoir avec Drew McIntyre, donc ça peut être aussi une feud à venir pour Drew McIntyre. Hein, si une intervention peut-être de Jinder Mahal, bon, c'est pas foufou, mais bon, on l'attend toujours, hein, de toute façon, cette feud entre McIntyre et Mahal. Hein. Il était blessé pendant longtemps. Là, il est arrivé avec ses deux nouveaux amis, là, Veer et Shanky. Hein. Voilà, donc ce n'est plus Sorav Gurjar, l'ancien d'Indusher, mais c'est maintenant Shanky, donc qui n'a pas trop de charisme, je trouve, pour un big man, mais bon, c'est pas grave. Et il y a seulement Veer, donc Rinku Singh qui est resté parmi les ex-Indusher. Voilà, donc peut-être Mahal contre McIntyre pour le coup suivant, et on verra bien en ce qui concerne Lashley, mais je pense qu'il va conserver son titre. Et puis bah, évidemment, Triple Threat, peut-être des choses qui ne seront pas très clean dans l'affaire. Je pense qu'ils vont protéger, de toute façon, que ce soit Braun ou Drew McIntyre, je pense que le perdant va être protégé dans l'affaire, dans la défaite. Et je pense notamment Braun, parce que je pense que c'est vraiment Braun qui va prendre le pin. McIntyre je pense, va continuer à courir après. Il va vouloir sa revanche. Il va vouloir cette revanche. Parce que là, bah, évidemment, hier, il a gagné, mais par DQ. Donc, c'est pas clean encore. Donc, il va falloir faire enfin un match clean entre Lashley et McIntyre. Et peut-être que ça va arriver, peut-être à SummerSlam, s'il se passe rien d'ici là. Et on va passer maintenant au match qui pourrait être le main event entre Roman Reigns et Cesaro pour le titre universel. Bah voilà, on le tient enfin ce match qu'on attendait, hein, on le voyait venir. Que ce qu'on a vu après Mania, bah, on a vu Cesaro, hein, puisque justement il voulait affronter Roman Reigns, il s'est présenté face à lui, hein, fort de sa victoire face à Rollins. C'était quelque chose que j'avais envisagé, je vous en avais parlé dans ma vidéo pronostic d'ailleurs. Mais il s'est fait snobber là par Reigns, Eman et Jey Uso là. Ils ont préféré même pas lui répondre, ils sont cassés. Et puis finalement, Eman décide que Cesaro va affronter Jey Uso dans la soirée. Et Cesaro le battra au final uniquement par disqualification suite à une intervention de Rollins, qui lui avait décidé que ce n'était pas fini encore entre eux. J'étais un peu étonné. J'étais déçu, je préférais que ça soit terminé entre eux. Et ben non, à nouveau, une histoire qui n'est pas finie. Ça c'est chiant quand les WrestleMania ne clôturent pas les rivalités. Rollins avait décidé que c'est lui-même qui décide quand c'est fini. Hein, c'est pas quelqu'un d'autre. Donc il l'a attaqué. On en est resté là pour le post-Mania. La semaine d'après, on a eu un 2 contre 2 de très bonne qualité, hein, pour ouvrir SmackDown. Ça a duré très longtemps ce match entre Jey Uso et Seth Rollins d'un côté et Bryan et Cesaro de l'autre. Et Bryan et Cesaro se sont imposés. Et après le match, Bryan a pris le micro. Il a demandé à Roman Reigns, hein, il est où Roman Reigns? Parce qu'il y a Jey Uso là qui est sur le ring. Et Cesaro, lui pour l'instant là, il est en train de s'amuser à lui faire des Cesaro swing là. Il tourne. Et pendant que Bryan, lui, demande à Reigns où il est. Est-ce que Reigns a peur? Il sait que Bryan sait que Reigns ne pourra pas battre Owens, Edge, Cesaro ou lui-même sans l'aide de Jey Uso. Il a peur que si Cesaro l'affronte un jour en 1 contre 1 pour le titre universel, il a peur que Cesaro devienne champion. Voilà ce que Bryan dit au sujet de Reigns. Cesaro et Bryan alors sont sur le ring. Cesaro demande à Reigns de venir. Ils attendent une réponse. La musique de Reigns retentit. Il arrive avec Paul Heyman et avec Jey Uso. Reigns demande à Cesaro s'il va le défier. Mais qui est Cesaro? Il lui dit. Mais t'es qui Cesaro? T'es qui? Tu mérites pas de match de championnat. Reigns, c'est le chef de tribu, c'est celui qui est au bout de la table. La réponse donc est non, car il ne sera jamais de son level. Le challenge est donc pour Daniel Bryan. Et oui, il se tourne vers Bryan, Reigns. Il ne l'a jamais aimé, il ne l'aimera jamais. Il a le droit à une chance de plus. Donc Cesaro dit à Bryan d'accepter, hein, il le pousse à dire oui. Reigns dit à Daniel Bryan que si, non pas si, mais quand il va perdre, il ne voudra plus jamais le revoir. Il veut le voir disparaître à tout jamais. Il ne voudra plus le voir à SmackDown. Et Daniel Bryan, malgré tout, il accepte, il prend le risque. Et donc le show se termine ainsi sur l'annonce d'un Reigns versus Bryan pour le titre universel la semaine suivante à SmackDown. Et donc si Bryan perd, il est banni de SmackDown. Purement et simplement. Donc grosse tipu. Et le match donc aura lieu une semaine après. Très bon match. L'un des gros matchs de l'année à voir du côté du main roster. Un long match. Et donc Reigns, sans surprise, va conserver son titre dans un très bon match. Et pour une fois, il faut le dire, Reigns gagnera clean. Pas l'intervention extérieure, notamment de Jey Uso.
il fait une powerbomb à Bryan et puis il lui applique sa guillotine pour tenter de le faire abandonner. Et Bryan finira par perdre conscience. Et donc l'arbitre met fin au match. Après le match, Roman Reigns va même prendre 2 chaises et monte sur le ring, puisqu'il veut faire un concerto. Il monte sur le ring, mais Cesaro arrive et il met un uppercut à Reigns, puis continue l'attaque. Et puis continue son attaque. Jey Uso arrive pour s'en prendre à Cesaro et le bloque dans les cordes là, les bras dans les cordes et est bloqué. Tandis que Reigns frappe Bryan à la tête avec une chaise. Le show se termine ainsi et donc Bryan est officiellement banni de SmackDown. C'est la dernière fois qu'on verra Bryan à SmackDown et peut-être même à la WWE. Qui sait. Pour l'instant, on ne sait pas, son contrat est visiblement terminé, mais on ne sait pas quel sera son avenir. Il se dit que c'est un peu tendu entre la WWE et Bryan, donc on ne sait pas vraiment s'il va partir un peu à l'extérieur, faire sa petite tournée d'adieu, aller à Raw, aller à NXT UK, on ne sait pas. On verra bien en ce qui concerne Bryan. Et donc dans le dernier SmackDown, un bon storytelling, j'ai aimé ce qui s'est construit autour de la feud pour le titre universel, puisque Jimmy Uso a fait son grand retour, puisque il y a eu un 10 bell salute de la part de Paul Heyman, un compte de 10 pour saluer la mémoire de Daniel Bryan. C'était très drôle, avec un fou rire fait exprès bien sûr de la part de Roman Reigns. Ça c'était un bon moment. Et Reigns dit que il a fait disparaître Bryan puisqu'il n'a pas voulu le reconnaître. Donc voilà, moi c'est ce que je fais. Je fais disparaître les gens. Il veut pas me reconnaître. Bon, voilà, ça c'était son destin. J'ai remplacé Bryan par quelqu'un d'autre qui lui va me reconnaître. Et c'est Jimmy Uso qui se pointe. Cesaro justement doit affronter Seth Rollins une nouvelle fois durant cette soirée. Mais là, Teddy Long, hola 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 playa, il se pointe, il ajoute que si Cesaro bat Rollins ce soir-là, il va affronter Roman Reigns à WrestleMania Backlash. Ce sera évidemment chose faite, on s'en doutait, après que Rollins ait poussé Jey Uso à l'extérieur, en disant non, moi je suis pas Roman Reigns, laisse-moi faire les choses par moi-même. Et derrière, Jimmy Uso porte un super kick à Rollins à l'extérieur, dans le dos de l'arbitre. Cesaro alors en profite et fait un pescado, un slingshot plancha sur Jimmy Uso. Il revient sur Rollins dans le ring et lui porte un neutralizer. Rollins n'est pas content forcément après Jimmy Uso, mais Reigns non plus n'est pas content puisque Rollins en perdant ce match, il a aussi permis à Cesaro d'affronter Reigns à Backlash. Donc forcément c'est un peu tendu entre Reigns et Rollins. Donc on a eu un segment entre les deux en coulisses. Donc forcément les nostalgiques du Shield devaient être contents. Voilà. Parce que Reigns se sent floué, il se sent arnaqué dans l'histoire. Forcément. Mais Rollins n'est pas content non plus. Roman, du coup, Reigns finit par dire qu'il va se charger de tout ça. Et Rollins dit tu ferais mieux parce que sinon si tu ne t'en charges pas, c'est moi qui le fera. Roman Reigns dit alors à Jimmy Uso, il l'a mis avec eux. Il a merdé. Je t'ai emmené avec nous et tu t'as merdé, quoi. Alors que moi, lorsque je me suis absenté pendant longtemps, pendant mon temps libre, je suis revenu, et j'ai tout changé, moi. J'ai tout changé quand je suis revenu. Et toi, tu reviens et tu merdes. Voilà, quoi. Et je suis obligé de nettoyer tes merdes. Je suis obligé de rattraper tout ça, de rattraper les pots cassés. Jimmy Uso répond alors que Reigns ne lui parlera pas comme il parle à son frère, et qu'il n'est la pute de personne. Donc là, on a un Jimmy Uso qui reste, on va dire, plutôt face, et qui se rebelle contre l'autorité, si je puis dire, contre Roman Reigns, contrairement à son frère Jey. Et puis, on le voit dans son t-shirt, on peut constater qu'à son retour, il avait son ancien t-shirt. One Day ISH, qui pouvait éventuellement aussi laisser entendre que Jimmy était encore face, on va dire, comme il était avant, finalement, puisque finalement, la dernière fois qu'on l'avait vu, il n'était pas foncièrement pour être dans la tribu, on va dire, dans la famille. Justement, on a un très bon segment entre les deux frères backstage, avec Jey Uso qui demande à son frère s'il pensait vraiment ce qu'il avait dit, lorsqu'il disait moi je suis la pute de personne. Et Jimmy confirme, il dit non, c'est bien ce que j'ai voulu dire. Et il rappelle que à son frère, ils étaient la meilleure équipe dans le passé. Et Jey dit que mais ce que fait Roman Reigns là, ça profite à la famille, et que Reigns en tant que champion, ça les rend tous plus forts.
Sauf que Jimmy Uso, lui, il veut devenir champion, quoi. Il veut redevenir champion par équipe, il veut représenter la famille comme ça, quoi. Donc Jimmy veut essayer de tirer Jey Uso, on va le ramener vers le droit chemin, en les remettant dans la division par équipe, mais Jey Uso, lui, il est plutôt encore vraiment près de son cousin, quoi, de Roman Reigns. Et on finit avec Roman Reigns, donc, qui est sur le ring, avec Jey Uso et Paul Heyman. Reigns voulait parler, mais Jimmy Uso arrive sur le ring et demande alors à son frère quelle est sa position. Puisque à la base, ce segment était fait pour que Roman Reigns demande à Jimmy Uso quelle est sa vraie position. Mais là, c'est Jimmy Uso qui vient et qui demande à Jey Uso quelle est sa position à lui. Jimmy Uso rappelle ce qui s'était passé dans le I Quit match du Hell in a Cell en 2020, on s'en souvient, où on a vu Jimmy Uso qui était pris dans une guillotine et par Reigns, et Jey Uso qui a abandonné en voyant ça. Sauf que Jimmy Uso, lui, dit que si c'était lui à la place de son frère, lui, il aurait jamais abandonné, il aurait jamais dit I quit. Roman Reigns lui demande alors s'il est coincé dans le passé. Hein? T'es coincé dans le passé? Parce que lui, il dit moi et ton frère et moi, là, nous on avance, et pas toi, quoi. Donc j'ai pas envie de faire des back and forth, comme on dit, hein, des allers-retours avec toi, là. Nous on avance, toi tu es resté fixé dans ton passé, et tout ce que je veux, moi, c'est que toi, Jimmy, tu me reconnaisses comme le chef de tribu. Reconnais-moi, ça sera le plus simple à faire. Jimmy Uso, lui, finalement, il préfère se casser. Il s'arrête quand même sur la rampe. Jey Uso finit par le rejoindre, en essayant de le laisser entendre que ce serait peut-être mieux de le reconnaître, quoi. Allez, ce sera plus simple à faire. Il commence à lui parler. Sauf que derrière, Cesaro attaque Roman Reigns. Et là, à ce moment-là, Jey Uso veut venir sauver Roman Reigns. Mais Jimmy le retient quand même. Mais Jey, quand même, finit par s'en aller et aller aider Reigns. Puis finalement, Jimmy Uso, il va aussi avoir une petite hésitation. Et puis finalement, Cesaro, finalement, Jimmy va y aller. Mais Cesaro va mettre les frères Uso à terre, hein, avec des uppercuts. Enfin, un uppercut, je crois, sur Jimmy Uso. Sur Jey Uso, il va porter un premier neutralizer. Et à Reigns, il va aussi lui en porter un. Bon, malheureusement, les deux neutralizers n'ont pas été pas très beaux. Bon, c'est pas grave. Et c'est Cesaro qui finit assez fort cette émission à ce moment-là. Même s'il est un peu seul. Bon, c'est un peu dommage que Cesaro soit un peu le seul face parmi tout le monde. Tous les autres heels autour de lui. Donc il est un peu seul, hein, il est un peu isolé. Et voilà, donc... mais plutôt, on va dire, un bon storytelling autour du titre universel. Et notamment avec le retour de Jimmy Uso qu'on attendait depuis un bon moment. Hein, ça commence à faire longtemps. Voilà où on en est. Le pronostic, il est pas difficile à faire, hein. Victoire de Roman Reigns, conservation du titre. Je pense que je vais pas vous surprendre en disant ça. Je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire que Reigns va conserver. Et je pense qu'au même, alors il peut être protégé, hein, Cesaro. Je serais même pas surpris qu'il soit protégé, hein, parce que ça serait un peu dommage de le faire perdre clean. Et puis de toute façon, les défenses de titre de Reigns, hein, c'est souvent, enfin c'est même toujours des interventions notamment de Jey Uso, à part donc le dernier SmackDown face à Bryan, mais en pay-per-view il y a toujours du Jey Uso, du Paul Heyman, il y a toujours quelque chose qui fait que Reigns, il n'est pas si dominant que cela, hein. Ça c'est un peu dommage d'ailleurs, mais bon, je pense que c'est pour augmenter la hit à chaque fois. Donc le match devrait être bon. Reigns Cesaro, ça donne envie. Je pense que ça va y aller, ça va s'envoyer des parpaings, donc ça peut être un très bon match. Je le mettrai comme main event. Évidemment, il y a tout un storytelling, je pense, qui va être autour de cela, notamment sur le rôle de Jimmy Uso, puisque alors il y a encore un SmackDown, qui va peut-être nous permettre d'avoir des éléments de réponse, mais je pense qu'on va avoir un peu de suspense encore pour dimanche. On va nous en laisser avec est-ce que Jimmy Uso va finalement se ranger du côté de Jey et même de Reigns et de la tribu, et pour avoir finalement un Jimmy 100% heel cette fois-ci, ou est-ce qu'il va continuer à se rebeller? Est-ce qu'il va pas finalement mettre des bâtons dans les roues de Reigns, de Jey Uso, qui coûter la victoire à Reigns? Non, j'y crois pas, ça n'arrivera pas. Cesaro ne sera jamais champion, hein, je suis désolé, hein. Ceux qui y croient, je pense qu'ils croient au Père Noël, hein. Cesaro, il est là comme adversaire de transition, il faut le dire. Je suis content qu'il ait son match de championnat, il le mérite, mais c'est un push qu'il aurait dû avoir depuis longtemps, mais il a pas ce qu'il faut, il a pas le charisme, il a pas le micro, il a pas la bonne attitude, il a pas le body language, il est pas sûr de lui,
il est gêné, il aime pas le micro, il lui manque trop de choses pour être au top de la carte, quoi. Sinon, il le serait depuis longtemps, hein, il faut le dire. Donc là, c'est une belle opportunité, mais c'est complètement un challenger de transition. Et comme je vous disais plus tôt dans ma vidéo, je verrais bien peut-être Biggie être l'adversaire suivant. Probablement de transition, mais un challenger quand même, pour continuer à jouer la montre hein, pour SummerSlam, avec encore peut-être un plus gros nom, comme Brock Lesnar, comme peut-être Le Rock, hein, peut-être John Cena, voilà un peu les noms qui pourraient revenir pour SummerSlam, mais voilà, rien à espérer pour Cesaro, mais qui peut être quand même protégé dans l'affaire. Mais l'attitude de Jimmy peut être intéressante. Peut-être qu'il va désobéir, peut-être qu'il ne sera pas encore tout à fait coopératif au début, mais que ça va venir petit à petit. Je pense que on peut prendre son temps avec Jimmy et pas tout de suite le mettre. Allez, hop, je rejoins les autres, je rejoins mon frère, je rejoins Reigns, je rejoins Eman. Je pense que ça va arriver petit à petit, parce que de toute façon, Jimmy Uso, ils vont pas le laisser en solo. Depuis le temps qu'on l'attend, forcément, on va l'avoir la reformation des Usos. Donc forcément, bah, soit on a les deux heels, soit on a les deux face. Mais je pense qu'ils vont finir par se former plutôt en heel. Et je verrai bien d'ailleurs une image avec Reigns champion et les deux Usos à côté avec les ceintures. Voilà, je pense qu'on va avoir un trio infernal qui va vraiment diriger, si je puis dire, SmackDown et Paris d'or. Un peu comme pouvait l'être le Hard Business, mais bon, malheureusement ça n'a pas duré. Mais un trio samoan avec les ceintures, j'imagine déjà bien l'image, et ça peut être quelque chose d'intéressant à faire. Il manquerait plus que Tamina championne, championne de SmackDown, ça serait très drôle. Mais ils sont capables de le faire. Hein. Et Tamina Belair, oh, j'avais jamais pensé à ça, tiens. arrêtons. Bref, il y a des choses à faire, mais je pense que ce trio Paris d'or, pour la hit, hein, toujours pour la hit, ça va arriver et que Jimmy va finir par rejoindre son frère parce qu'il peut rien lui refuser à son frère. C'est tout. Et puis la capacité de persuasion d'un Paul Heyman, d'un Roman Reigns, ça devrait faire l'affaire pour que Jimmy penche du mauvais côté hein, de la balance. Et je l'imagine bien d'ailleurs, puisque Jey Uso a un t-shirt right hand man, donc le bras droit, hein, on pourrait faire une fois que Jimmy Uso aura rejoint son frère, faire un t-shirt left hand man, donc un peu le gaucher, le bras gauche. Comme ça, Reigns aurait le bras gauche et le bras droit, et on aurait deux t-shirts. Je pense que ça se vendrait très facilement, ça. J'imagine bien ce genre de choses. Voilà, là je vous ai carrément fait un fantasy booking de merchandising, quoi. Là je vais aller un peu loin. Voilà donc ce qu'on pouvait dire pour les pronostics de WrestleMania Backlash. J'étais un peu long, mais voilà, il y avait beaucoup de contexte à raconter. J'espère que cette vidéo vous plaira. Vous n'êtes pas obligé de l'écouter en une fois, hein. Vous pouvez le faire en plusieurs fois. Vous pouvez augmenter un petit peu la vitesse. Enfin, vous faites comme vous le voulez. On verra bien ce que ça donnera. Le pay-per-view, sur le principe, hein, la carte, elle est pas dégueulasse. Hein. C'est juste toujours pareil, c'est que les build-up sont pas terribles, pas toujours. C'est surtout la storyline de Roman Reigns qui est la meilleure dans tout le main roster. Le reste est assez faiblement booké, hein. Notamment les femmes. Les femmes, c'est vraiment pas bon en ce moment. Il y a beaucoup de matchs qui se finissent pas clean. Il y a beaucoup de merde. Et voilà, beaucoup de choix discutables. Enfin bref, on va pas revenir dessus. Vous l'avez vu, hein, Raw est toujours médiocre. Et SmackDown est plutôt décent, on va dire. C'est un show qui est plutôt correct et qui se laisse regarder. Raw, c'est beaucoup plus laborieux et on l'a vu après Mania, on a eu des shows qui étaient vraiment pas bons. Les deux derniers étaient, allez, un petit peu meilleurs, mais ça reste très moyenasse, hein, très moyenasse. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne. Je salue tout le monde, comme d'habitude. Jack Jones, Papy Catch, Enzo et Cody, mais cette fois-ci je ne peux plus dire Enzo et Cody des rebuts du catch, hein, puisque vous le savez, Enzo a décidé de voler de ses propres ailes et je lui souhaite bon courage et je lui souhaite plein de bonnes choses dans son aventure et dans son aventure en solo. Et donc je salue donc Enzo Wrestling, hein, comme on devrait l'appeler, et Cody des rebuts du catch, Gino la main froide, la team catch-up, hein, je leur souhaite un très bon 5e anniversaire. Hein, je vous invite aussi à vous abonner au podcast, à la chaîne Catch-up sur YouTube, sur toutes leurs plateformes. Hein, ils sont assez présents, ils font beaucoup de reviews, ils sont très présents aussi sur les réseaux sociaux. Je salue notamment
le camarade Tonton Chris. Voilà pour les hommages et les salutations d'usage. Donc je vous souhaite une très bonne semaine, un très bon pay-per-view, et on se retrouve la semaine prochaine pour reviewer tout ça, en espérant voir un bon show et non pas un petit show de transition avec des résultats, avec des matchs moyennas. Je pense qu'il y a moyen de faire un pay-per-view plutôt correct. Voilà, donc à très bientôt, portez-vous bien, et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, et plus que jamais, vive le catch et zero miedo! Ciao tous.